avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, et vraiment l'immense plaisir, de recevoir à nouveau Marion Querc. Marion, vous l'avez déjà écouté dans ce podcast, on a parlé notamment des documentaires qu'elle a déjà pu réaliser, qui parlent des droits de l'enfant, de l'enfance, de la Suède, comment ça se passe en Suède. Moi, j'ai une histoire particulière avec le travail de Marion, puisque, alors je l'ai déjà dit, mais j'aime bien la répéter, quand je me suis intéressé à la violence envers les enfants et surtout à comment l'éviter, j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup renseigné, et c'est vrai que je me heurtais toujours à cette croyance de me dire, mais est-ce que c'est seulement possible ? C'est bien gentil, Cédric, tout ça, mais est-ce que c'est seulement possible à l'échelle d'une société ? Est-ce que c'est pas de l'énergie dépensée pour rien ? Est-ce que c'est pas trop ? Et puis, est-ce que ça a du sens ? Et c'est vraiment des questions que je me posais, et j'ai découvert le travail de Marion. Et j'ai vu que c'était possible. Et vraiment, ça m'a donné une énergie folle. Donc, je remercie toujours beaucoup Marion pour son travail, pour ce qu'elle apporte au monde. Je trouve ça important, essentiel. Et du coup, je la remercie aussi d'être à mes côtés aujourd'hui pour un nouvel épisode dans ce podcast. Elle a écrit un livre, un livre, Une enfance en or. Alors, Marion aime beaucoup les jeux de mots comme ça. Et en fait, il a écrit Une enfance en or, et on peut le lire or comme le métal précieux, et en or comme le Nord, puisqu'elle va nous parler un petit peu de la Suède. Alors, c'est vrai que il y a toujours ce côté un peu, quand on parle de la Suède, est-ce qu'on veut faire de nous des Suédois ? Est-ce que c'est pas juste spécifique à leur culture ? Est-ce qu'on doit vraiment continuer de parler de la Suède comme ça ? Est-ce qu'on nous gaffe pas un peu avec la Suède quand même ? Voilà, je pense que c'est un petit peu la réaction qu'on peut avoir quand on s'intéresse au sujet. Ou bien alors on peut aussi se dire, tiens, la Suède, ils ont interdit les violences envers les enfants en 1979. Ok. 40 ans avant la France. Ok. Est-ce qu'on peut se dire avec un tout petit peu d'humilité que des personnes qui ont 40 ans d'expérience de plus que nous ont sûrement essuyé des plâtres, comme on dit, que nous, on va rencontrer dans notre démarche d'éducation non violente envers les enfants et de respect de l'enfant et de changement de paradigme envers l'enfance ? Sûrement. Alors bien sûr, la France, c'est pas la Suède. Bien évidemment que c'est pas la Suède. Mais est-ce qu'on pourrait juste, avec un tout petit peu d'humilité, se dire, tiens, ils ont peut-être 2-3 trucs à nous apprendre sur ce sujet-là en tout cas. En tout cas, on peut s'inspirer de quelques petites choses, et c'est justement tout ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est tout le sujet de son livre Une enfance en or, qui est paru chez Marabout, que je vous recommande très chaudement, vraiment. Moi, je l'ai qualifié de brillant. Voilà, il est brillant. Elle amène les concepts un par un, on comprend où on va, c'est extrêmement bien construit, et la fin est vraiment très apaisante, très... en fait, j'allais dire pleine d'espoir, mais non, c'est au-delà de l'espoir, parce que c'est possible en fait. Voilà, c'est pas juste on espère que ça sera possible, c'est on sait vers où on doit aller et comment est-ce qu'on peut y aller. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. On pourrait aussi se dire comme ça que ça va être culpabilisant et tout, mais pas du tout. Pas du tout. Je vous laisse découvrir cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. On entend beaucoup de choses sur la Suède, en France du moins. Par exemple, que les violences physiques ont laissé place aux violences psychologiques, qu'il y a de gros problèmes d'addiction à l'alcool, notamment chez les jeunes Suédois. T'as constaté quoi, toi qui y vis ? Oui, on entend beaucoup de choses. Bon, pour l'alcool, comme ça, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais je sais très bien que l'alcool, la consommation d'alcool, elle a diminué drastiquement chez les jeunes. Après, c'est pas forcément dû à ça non plus, mais elle a diminué drastiquement. Pareil pour la cigarette, tout ça. Enfin, les Suédois, ils fument pas vraiment. Ils prennent du tabac à chiquer plutôt. C'est peut-être pas mieux, mais non, mais chez les jeunes, il y a une conscience quand même, peut-être écologique, peut-être financière, peut-être qu'il y avait peut-être moins avant. Donc dans les chiffres. Après, le côté violence physique remplacée par les violences psychologiques, c'est ce que je dis dans le livre. C'est que si on pense comme ça, c'est qu'on se dit que cette loi, elle a modifié la vision que les parents se faisaient de la punition. Moi, souvent, ce qu'on me dit en France, c'est « Ok, ils les tapent pas. » Alors, ils les punissent comment ? Mais c'est pas la vision de la punition que ça a changé, c'est la vision de l'enfant. La punition n'est plus vraiment une option. Donc non, et puis pareil, les chiffres le corroborent aussi, s'il faut des chiffres. Les enfants suédois le disent eux-mêmes dans les rapports gouvernementaux, ne subissent pas plus de violences psychologiques que de violences physiques. Ils en subissent encore beaucoup ? Le dernier rapport vient de sortir il y a une semaine.
Il y en a à peu près tous les 5 ans, depuis beaucoup d'années, et c'est le seul pays du monde qui le fait. Et donc, à peu près 1000 parents, 900 000 parents qui ont été interrogés. Il y a un parent qui a dit que c'était acceptable de taper un enfant. Après, si tu demandes aux enfants, d'ailleurs, on ne demande pas aux enfants à un âge quand ils sont enfants, mais quand ils sont beaucoup plus grands, je crois qu'ils ont 16-18 ans quand ils sont interrogés, tu as à peu près entre 12 et 14% d'adolescents suédois qui ont déjà reçu un coup, en très grande majorité de façon très très rare. Donc, c'est pas toujours indiqué dans les rapports, mais des fois, c'est entre 1 et 3 fois dans l'enfance. Certaines années. Puis des fois, c'est pas indiqué le nombre de fois, mais on est à peu près sur ça, quoi. Et t'as à peu près 3% à peu près qui l'ont subi plus souvent. Donc t'as 86% d'enfants suédois qui n'ont jamais reçu de coup de leurs parents. Et t'en as 89% qui n'ont pas subi de violence psychologique. Donc en fait, c'est pas du tout ce qu'on décrit en France, alors. Bah non, je pense qu'on décrit beaucoup sans connaître. C'est vrai. Et c'est humain, on comprend pas, alors c'est tellement différent que forcément on sait pas par quel bout le prendre, quoi. Mais c'est vrai que les chiffres c'est intéressant, et puis les Suédois adorent faire des statistiques, alors c'est bien, il y a des chiffres, il y en a plein, surtout tout le temps. Bah justement ça, tu parles des statistiques, il y a beaucoup de gens en France qui disent que justement en Suède, les violences ont explosé, quoi. Parce qu'il y a des chiffres qui sont... Je sais que t'en as déjà parlé, mais... Ça dépend de quoi on parle, quoi. Parce que c'est vrai que si tu regardes au point de vue, par exemple, que ces dernières années, il y a des problèmes de violence de gang. Oui, il y a des problèmes de violence de gang depuis quelques années. C'est un problème nouveau pour la Suède. Ils n'ont pas connu ça avant. Ça crée des tensions. Enfin, la Suède, c'est pas une petite île déserte au milieu du monde où rien de l'extérieur ne vient impacter. Tu vois, c'est un pays qui a ses défis, mais à la différence, je trouve, en partie en tout cas, de ce que nous on ferait, c'est qu'ils ne l'abordent pas de la même manière. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Ils ne sont pas épargnés de ce qui se passe dans le monde, mais ils ont une vision qui est un peu différente. Je trouve qu'on l'a quand même beaucoup vu avec la crise du Covid. La Suède a un peu suivi sa stratégie toute seule dans son coin pendant tout le long. Et puis au final, quand on regarde à la fin le résultat, ils s'en sont pas si mal sortis, quoi. Des chiffres, moi, que j'avais vus, c'était... Alors, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, comme ils faisaient une stratégie différente, il y a plein de gens qui ont dit mais c'est la Suède. Alors, il y a des gens qui sont très admiratifs, qui ont dit mais c'est la Suède, là, c'est incroyable. Du coup, quand il y a eu en effet des premiers cas de décès, des vagues de décès, il y a des gens qui sont rués là-dessus pour dire mais regardez, ils font pas mieux que nous. En fait, c'est pas une question de mieux ou pas mieux, ils ont juste fait différemment. Mais oui. C'est pas notre sujet, la crise du Covid, mais on pourrait quand même se poser la question si sur le plan social et politique. Mais on peut vraiment se poser une question au niveau de l'enfance. De l'enfance, mais aussi du rapport à la population, tu vois, par rapport aux personnes qui dirigent. Oui. C'est parce que c'était pas quand même les mêmes messages, tu vois. Il y avait. Ah non, mais moi je me rappelle. Il y avait une grande verticalité en France. Oui. Qui n'existe pas en Suède. Donc c'est sûr que de toute façon... Non, mais moi je me souviens très bien au début en Suède, je crois que c'était Stéphane à l'époque qui était chef de l'État. Il a pris la parole et il a dit « Ok, donc là vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi on n'agit pas plus, parce qu'à l'étranger c'est panique à bord. » Il a dit « Moi je vous demande de nous faire confiance. Nous pensons que cette crise va durer des années. » Du début, ils l'ont dit. Il a dit une pandémie, c'est plusieurs années, c'est de 3 à 5 ans. Donc, il a dit, à l'étranger, on voit que les gens sont mis chez eux, de force, confinés. Ça va tenir 2 semaines. Et dans 2 semaines, les gens vont se révolter. Et plus aucune restriction ne sera acceptée. Il a dit, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir des restrictions beaucoup plus légères, qui impactent moins votre vie. On va vous demander de les tenir sur 3-5 ans. Du début, ils ont affiché la couleur, quoi. Et puis en disant bien aussi, on ne sait pas. Donc pourquoi paniquer comme ça alors que du début aussi, il y a eu cette question, je me rappelle avoir entendu un reportage on peut pas fermer les écoles, la violence sur les enfants, on en fait quoi? Ça a été un des premiers sujets, alors qu'en France, on a attendu qu'il y ait des cas de violence sur les enfants graves, notamment un petit garçon qui est décédé sous les coups de son père, pour dire « Ah, et oui, les enfants !» Et là, on a commencé à faire à repasser une vieille campagne du 119 à la télé, mais c'est pas la première question qui est venue. Tu vois, la première question, ça a beaucoup été sur les femmes. Les Suédois se sont tout de suite dit, mais on peut pas pour les enfants. Donc il y a vraiment eu, et puis il y a eu cette question aussi de les préserver. Tu vois, tout de suite, partout dans les journaux, tu pouvais lire comment parler de la crise Covid aux enfants, comment rassurer les enfants, que dire aux enfants. BRIS, qui est la grande organisation pour les droits de l'enfant en Suède, a eu un nombre d'appels qui a explosé parce que les enfants ont appelé. Parce qu'ils étaient inquiets, le Covid, est-ce qu'on va mourir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, donc il y a eu vraiment des reportages qui ont été faits sur comment accueillir la parole de l'enfant, que faire, que leur dire. Et très, très, très important, on n'a jamais dit en Suède que c'était la faute des enfants.
Quand on a commencé à l'étranger à dire les enfants sont des vecteurs, Anders nous a dit les enfants ne sont pas des vecteurs. C'est pas vrai. Donc n'accusez pas les enfants. Au contraire, rassurez-les. C'est vrai qu'en France, on a eu ces cas d'enfants qui ont pensé qu'ils pouvaient faire mourir leurs grands-parents. Mais parce que c'est ce qu'on leur a dit. Oui, non, mais tout à fait, Et je me souviens aussi aux petites actualités, qui sont les actualités des enfants. Il y a eu le discours des enfants à la nation. Donc les enfants envoyaient plein de petites vidéos où ils faisaient un discours à la nation. Il y a eu un montage qui a été fait. Et comme ça, tu as des enfants pendant 2 minutes qui expliquaient à la nation qu'on va s'en sortir ensemble, que c'est une épreuve, mais qu'on va y arriver. Ils ont diffusé ça partout. Il y a eu aussi une conférence de presse pour les enfants, avec les ministres qui se sont retrouvés comme ça devant les enfants pour répondre à leurs questions sur le Covid. Alors c'est la première fois qu'ils faisaient ça en Suède, une conférence de presse pour les enfants. Mais suite à ça, ça a tellement bien marché qu'ils en ont fait une aussi sur le budget national. Revenons à ton livre. Oui. À ton livre passionnant, tu développes plusieurs concepts dedans, tu essaies de nous amener, puisqu'en fait, c'est pas évident. Parce qu'il y a des mots qui existent en suédois qui n'existent pas en français. Par ailleurs, il y a des mots qui existent encore en français qui n'existent plus en suédois, mais ça, je laisse les gens découvrir ça dans ton livre. Tu développes notamment le concept de hauteur d'enfant. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les Suédois se mettent accroupis quand ils parlent à un enfant ? La Suède, c'est aussi une langue. Et cette langue, c'est pas une traduction du français. C'est une autre façon aussi de penser. Il y a des concepts qui sont très prégnants en Suède sur les droits de l'enfant, comme la hauteur d'enfant et les enfants auteurs. Enfin, que moi j'ai traduit comme ça, parce que c'est pas comme ça qu'on dit en suédois, mais moi j'ai voulu les traduire comme ça. Et c'est vraiment des concepts clés pour justement aider les adultes à prendre leurs responsabilités vis-à-vis des enfants. Donc la hauteur d'enfant, c'est pas une méthode, très important de le dire, ça n'est pas une méthode, c'est une façon d'interpréter le monde, c'est un filtre, c'est une perspective qui est fondamentalement orientée vers l'enfant et qui ne filtre que la confiance. C'est-à-dire que si tu regardes l'enfant en te disant « il me manipule juste pour m'embêter, il cherche un petit peu à me mener la vie dure », t'es pas dans la hauteur d'enfant. La hauteur d'enfant, elle est dans la confiance. Elle est dans le fait de voir que l'enfant, c'est un être profondément compétent. Pour la hauteur d'enfant, vraiment, c'est un terme qui est de plus en plus présent dans la société, dans la bouche des gens quand ils parlent. Mais c'est aussi un terme académique extrêmement utilisé dans les textes en Suède sur la recherche en droit de l'enfant, la recherche en sciences de l'enfance et de la jeunesse. Donc c'est vraiment un terme phare employé par les chercheurs, par les docteurs, par les professeurs en toute matière ayant trait à l'enfant. Donc pour moi, ouais, c'est un beau résumé du changement de paradigme qu'il y a eu, quoi. Où c'est l'adulte qui prend ses responsabilités. Et comment on y accède à ça ? Parce que alors, je vais juste préciser une chose, on a déjà dit dans ce podcast, notamment par rapport à la masculinisation de la langue en France, qu'en effet, le langage structure la pensée. Et c'est quelque chose vraiment que je trouve très prégnant dans ton livre quand tu évoques ces sujets-là, c'est qu'en effet, par la langue, Bien sûr. Et d'ailleurs, la langue s'est adaptée finalement à la société et inversement. Et on voit bien que ça structure la pensée, que du coup, ça permet aussi d'accéder à des filtres, à des façons de voir le monde auxquelles on n'a pas forcément accès. Nous, en tout cas en France aujourd'hui, puisque comme tu le rappelais tout à l'heure, la première chose qu'on va se demander, c'est ok, mais si on frappe pas les enfants, si on leur crie pas dessus, comment est-ce qu'on les punit ? Bah oui. Voilà. Et ça, c'est important de voir ce filtre qu'on a nous en France qui est axé sur la punition. Et oui. Comment est-ce qu'on y accède du coup ? Est-ce que toi, tu as des tips comme ça pour quelqu'un qui n'est pas suédois pour accéder à cette hauteur d'enfant ? Bah déjà, le mot. Ouais. C'est-à-dire que moi, déjà, j'ai passé de longs mois à essayer de traduire les 2 mots parce que je voulais des mots similaires. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la bonne appellation, quoi. Parce que sans le mot, comme tu le dis, on ne peut pas le penser. S'il n'y a pas de mots pour le dire, comment le penser ? Donc déjà, je pense que de prendre conscience, rien que ça, tu vois, de prendre conscience que, ah ouais, un mot, en fait, fait exister un concept. Donc, tu dis que les gens le découvriront dans le livre, mais je vais quand même en donner un. En Suède, on ne parle pas d'enfant roi. Ça n'existe pas. Un enfant roi, c'est un enfant de la famille royale. Ils ne connaissent pas ce mot. Si tu enlèves le concept d'enfant roi, qui est absolument partout en France quand on parle d'éducation et de non-violence, tu enlèves la peur sociale que l'enfant prenne le pouvoir. Puisqu'il n'y a pas de mot. Tu vois, tu peux le dire, tu pourrais dire l'enfant prend le pouvoir, mais t'as pas le mot qui va créer l'idée, qui va avoir une espèce de priorité comme ça dans nos pensées. Je pense que déjà, de prendre conscience, je pense que c'est fondamental. Et ça amène encore une fois le sujet sur un côté plus social, plutôt que de toujours parler de quelque chose d'individuel. Non, c'est la langue. La langue, c'est pas individuel, tu vois, c'est quelque chose de culturel. Donc,
Je pense que déjà, de prendre conscience, c'est énorme. Ensuite, c'est de prendre conscience, comme tu dis aussi, en France, on est beaucoup plus axé sur la punition. Moi, j'appelle ça la culture de la punition. La culture de la punition, qu'est-ce qu'elle fait à l'inverse de la hauteur d'enfant? Elle filtre la méfiance. Donc, on se sent manipulé, on veut garder le pouvoir, voire soumettre l'enfant, parce que c'est comme ça, parce que je suis l'adulte, je suis au-dessus de toi, tu dois m'obéir. Tout ça, quand on prend conscience, moi j'ai mis du temps, tu vois, à vraiment trouver des concepts, tu vois, pour vraiment expliquer aux gens, parce que moi je le vis depuis 10 ans, tout ça. Mais pour l'expliquer vraiment, pour expliquer, pour traduire ce que je vivais en suédois, ça m'a demandé du temps, quoi. Donc je pense que prendre conscience, c'est nécessaire. Prendre conscience du poids de la structure sociale, à quel point c'est pas simple en France. Et après, tout simplement, de se dire aussi, c'est les droits de l'enfant. C'est pas une histoire d'opinion, c'est mignon la hauteur d'enfant. Non, c'est pas mignon. En fait, c'est un terme académique utilisé par des chercheurs dans toute la recherche sur les droits de l'enfant. C'est particulièrement prégnant en Suède, mais ça existe aussi en anglais. Parce que dans ces cas-là, on pourrait se dire, oui, d'accord, en Suède, c'est la hauteur d'enfant, puis en France, c'est la culture de la punition. Chacun sa culture. Non, mais on pourrait se dire ça, à la limite. Ah oui, exactement. Pourquoi Mais il y en a qui vont te dire ça, bien sûr. Oui, mais non. Ça revient à dire, écoute, toi, t'éduques tes enfants d'une manière, et moi d'une autre manière, et chacun fait comme il veut. Mais le problème, c'est que si tu regardes les textes internationaux, la Convention des enfants... La CIDE, des fois, que vous voyez sous ce sigle-là. Mais moi, je l'appelle la Convention des enfants, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en Suède, et c'est plus parlant, quoi. La loi, maintenant aussi, de 2019, qui interdit la violence dans la parentalité, tout ça fait qu'en fait, il n'y a pas d'opinion. Au contraire, je trouve que les Suédois nous amènent des clés, avec leurs 44 ans d'avance, pour justement pouvoir mieux aborder cette transition qui est nécessaire. Cette révolution éducative, comme on l'appelle souvent, elle n'est pas fictive. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, à le voir, parce que la société n'aide pas. Mais elle est pas fictive, elle est mondiale, elle est partout. Enfin, c'est autant avoir des concepts et des mots et des façons de penser pour se reposer dedans, tu vois, pour se sentir un peu accompagné, quoi. Ben justement, il y a un autre concept que tu développes qui est, après la hauteur d'enfant, celui d'enfant à hauteur. Voilà. Donc les deux vont ensemble. Hein. Donc voilà, la hauteur d'enfant, c'est quand toi, en tant qu'adulte, ou moi, en tant qu'adulte, je vais tout faire pour essayer de voir le monde à travers les yeux des enfants. Je vais me mettre vraiment à la hauteur, je vais essayer de comprendre leur perception, de respecter profondément leurs droits. Mais on peut pas changer quelque chose de... Voilà, c'est que je suis une adulte, tu es un adulte. Et on sera plus jamais des enfants. Donc, les gens vont dire, oui, mais on a tous été des enfants. Oui, on a été des enfants. Sauf qu'on n'a pas été des enfants dans les années 2023. Enfin, le monde actuel, la société d'aujourd'hui, on la connaîtra jamais à travers les yeux d'un enfant, puisque nous ne sommes pas des enfants. Donc, l'enfant auteur, c'est justement les perceptions des enfants eux-mêmes sur leur propre vie. Mais là, ça demande un truc énorme dans le cerveau, parce que pour nous, hein, je veux dire, parce qu'en Suède, ça prend une ampleur assez incroyable ces dernières années. Mais pourquoi ? Parce que la Suède, en 1979, elle a dit « on rend l'intégrité psychique et physique aux enfants, donc on ne les tape plus, on ne les humilie plus ». Donc déjà, à l'époque, les gens n'étaient pas spécialement d'accord, ça a fait débat. C'était nouveau, tu vois, c'était de dire d'un coup, l'enfant ne t'appartient pas, l'enfant est un être à part entière, tu le respectes. Oui, mais c'était complètement nouveau, tu vois, c'était dans une société où l'enfant appartenait pleinement à ses parents, il faisait ce qu'il veut avec, c'était vraiment un chamboulement. Mais de faire ça, ça a amené du coup socialement, donc on respecte l'enfant, on ne le frappe pas, on ne l'humilie pas. Petit à petit, il a peut-être des choses à nous dire, cet enfant. C'est pas juste de pas le frapper et pas de l'humilier, tu vois, il est peut-être pas juste stupide, quoi, tu vois. Ça me fait penser vraiment à quelque chose, tu vois, en France, aujourd'hui, l'argument majeur qu'on a en France pour défendre les enfants, je mets les guillemets parce que justement en France, on parle toujours de défendre les enfants, tu vois. On dit toujours il faut protéger les enfants. Pourquoi on dit ça en France ? Parce que la protection, c'est la première étape. C'est-à-dire que la première étape, c'est de dire on ne les frappe pas, on ne les humilie pas. On protège les enfants. Mais les enfants ne sont pas que des êtres à protéger. Parce que s'ils étaient que des êtres à protéger, ça veut dire qu'ils sont profondément incomplets, incompétents, pas capables de faire quoi que ce soit tout seul, donc pas capables de penser tout seul. Tu vois, en France, on dit tout le temps « Oui, mais le cerveau des enfants, il n'est pas fini. » C'est l'argument principal pour dire il ne faut pas les violenter, parce que leur cerveau, il n'est pas fini, tu vois. Oui, certes, mais les enfants, c'est aussi des êtres profondément compétents. Il ne faut pas les violenter, parce que c'est des êtres compétents qui méritent le respect. C'est pas juste l'argument de toujours... On essaye toujours de rendre l'enfant plus bête qu'il n'est,
pour du coup amener cette idée de, attends, tu vas quand même pas le taper, son cerveau est pas fini. C'est ça, on essaye de réveiller le côté protecteur de l'adulte, qui est une partie phare de la Convention des enfants, la protection, à travers plein d'articles différents. Mais la Convention des enfants, c'est aussi l'enfant auteur, c'est la participation. Et du coup, l'enfant compétent, au cerveau peut-être certes en développement, mais franchement, honnêtement, on est tous en développement, surtout dans notre société actuelle. Maintenant, on est en développement toute sa vie. Enfin, tu vois, on n'est plus dans les années 70, 80 où tout semblait peut-être plus simple, où quand tu arrives à l'âge adulte, ça y est, c'est bon, je suis posée, je suis mariée, j'ai un boulot à vie. Aujourd'hui, tu vois, il y a une mouvance dans la société qui fait qu'on est plus ou moins tous en développement. Et c'est ça aussi qui fait que le fossé entre l'âge adulte et l'enfance, aujourd'hui, dans notre société, il diminue, ou en tout cas, il prend une autre couleur. Et ça, je pense que ça nous déstabilise tous. Parce qu'avant, un adulte, c'était quoi ? C'était quelqu'un qui avait atteint la fin du chemin, tu vois, c'était à ton enfance. D'ailleurs, tu remarqueras, on parle d'enfance. Mais on a quoi comme mot pour définir l'âge adulte ? Est-ce qu'on parle d'adultance ? On parle de l'âge adulte, parce que l'âge adulte, finalement, c'est quelque chose de... C'est presque, tu vois, c'est la normalité. T'as gagné le respect aussi. C'est une question aussi de t'as gagné le respect, je trouve, quand t'arrives à l'âge adulte, tu vois. Oui, mais c'est la normalité, tu vois, on dit que l'enfance, c'est la période pour aller vers l'âge adulte. Mais ce que la Convention des enfants dit, ce que la hauteur des enfants dit et ce que les enfants auteurs disent, c'est que l'enfance, c'est une période à part entière, en fait, qui a pleinement la même valeur que l'âge adulte. Du coup, on se retrouve dans une situation où l'enfance et l'âge adulte, les barrières sont, elles sont plus mouvantes. Et ça déstabilise les gens, parce que du coup, c'est quoi être un adulte ? Et comment je fais pour exercer mon autorité ? Et comment je fais pour respecter l'enfant à hauteur d'enfant ? Comment je fais pour écouter l'enfant à hauteur, tout en restant l'adulte ? Tu vois, ça déstabilise profondément. Moi, tu vois, il y a aussi une question que je me pose et que je retrouve beaucoup dans les échanges que je peux avoir avec les gens, c'est comment ça se fait qu'on me demande d'autant à respecter les droits de ces enfants, alors que par certains aspects de la société, les miens ne sont pas respectés avec autant d'envie, de délicatesse, de respect, d'intérêt. Tu vois, dans les entreprises, même dans la vie sociale et politique. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi que ça vient toucher, tu vois. Parce que souvent en France, le débat qu'on va avoir, c'est... Bien sûr. Oui, mais t'es gentil, mais on va pas partir sur un débat sur la vision carcérale ou quoi, mais c'est ça aussi que tu retrouves en France, et il faut bien les préparer à ce monde-là, tu vois, au fait que dans les entreprises, on punit les salariés, donc il faut bien qu'on soit conditionné à être puni très tôt pour pouvoir l'accepter, très concrètement. Pareil au niveau de la société, tu vois, on est en France très infantilisé par le pouvoir en place. Super le mot. Tu vois ? Mais non, mais... Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr, bien sûr, c'est péjoratif. Bien sûr. Tu vois, quand tu dis l'enfant, on ne respecte pas son point de vue, on ne respecte pas sa compétence de raisonnement. Mais c'est exactement ce qui se passe quand on infantilise en français la population, par exemple. Oui, non, mais c'est certain. De toute façon, la vision de l'enfant, c'est pas juste la vision de l'enfant, c'est la vision de la société, c'est la vision de la démocratie. Je pense aussi en parler pas mal dans le livre. Je fais pas de la politique, j'ai pas les compétences pour, c'est pas là-dessus que j'ai fait mes études, même si ça m'intéresse aussi. Mais on est dans une société en mouvance. Les codes changent, pour le meilleur et pour le pire, mais les codes changent. Je pense sincèrement que ce qu'on voit encore en France comme une nouvelle tendance, une alternative, c'est l'avenir. Et on va y venir, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a eu plein de débats en France ces derniers mois, que j'ai suivi de loin, tu vois, parce que bon, j'étais dans l'écriture, j'étais en Suède, tout ça, mais que j'ai quand même suivi. Et j'ai beaucoup de gens m'ont contacté, tu vois, en me disant, mais c'est terrible, quoi, on va jamais y arriver, quoi. Mais bien sûr que si, on va y arriver. C'est normal qu'il y ait de la résistance à ça, c'est totalement normal, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Mais moi, ça me fait pas peur du tout, tu vois. Ça ne peut pas tenir, en fait. Notre monde est en train vraiment profondément de changer à plein d'égards avec la digitalisation, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Donc, l'enfance respectée, la hauteur d'enfant, les enfants auteurs, tout ça, autant s'habituer tout de suite, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça va être, quoi, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je pense que de dire « Ah oui, mais du coup, il faut punir les enfants parce que dans 20, 25 ans, en entreprise, ils seront punis », il faut, je pense, profondément élever les enfants pour qu'ils soient des êtres qui s'adaptent à un monde qu'on ne connaît pas. C'est pas moi qui le dis, c'est une Suédoise dont je parle dans le livre, grande figure politique qui, dans les années 70, a eu précisément cette phrase. Il faut que nous élevions nos enfants à un monde, les préparer à un monde que nous ne connaissons pas.
mais qui puissent, eux, s'adapter à ce monde. Et pour que les gens soient dans une adaptation, on peut pas passer ça par la verticalité, par la punition, c'est voué à l'échec. T'en parlais tout à l'heure, en France, disons clairement, on est assez loin des concepts pour l'instant d'auteurs d'enfants et d'enfants-auteurs, hein, en tout cas au niveau de la globalité de la population. Ici, t'en parlais tout à l'heure, c'est l'enfant roi et plutôt l'enfant tyran comme concept, comme si nous, les adultes, on avait peur de perdre un certain pouvoir. Ils viennent d'où ces concepts en fait, d'enfant roi et d'enfant tyran? Parce que parlons un peu des concepts qu'on a en France. Oui, disons que, si tu vois, très grossièrement, hein, si tu prends la pédagogie, depuis toujours, en tout cas depuis qu'on arrive à revenir aux écritures, tu vois, depuis l'Antiquité et tout ça, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit en gros que l'enfant est un être profondément mauvais, ou en tout cas stupide dans l'Antiquité, et que donc du coup il faut le mater. Voilà. Ensuite, tu as eu plein de façons différentes de le dire à travers les temps. Mais aujourd'hui, c'est les gens qui disent que l'enfant est un être de pulsion, qui cherche la punition, qu'il trouverait une sécurité dans l'autoritarisme de l'adulte. Tu vois, ces concepts-là, ça c'est la première école. Et puis tu as la deuxième école qui voit l'enfant comme un être plein de potentiel, tu vois, et que il faut permettre à ces potentiels qui sont déjà là d'exister, de fleurir, parce qu'ils peuvent aussi ne pas exister si on fait rien pour. Donc, encore une fois, c'est profondément un filtre de la confiance, tu vois. Et ça a toujours existé à travers les temps. Mais il est vrai que sur l'histoire de l'enfance, le premier filtre de méfiance et de voir l'enfant comme un être mauvais a clairement eu la priorité dans les esprits des gens. Mais ce qu'on voit ces dernières années, quand même, avec de plus en plus de recherches sur le sujet, c'est qu'apparemment, on a quand même l'idée que cette deuxième école, qui va être plus dans la confiance et plus dans le respect, et dans vraiment l'enfant comme un être à part entière qui a des droits, c'est validé, en fait, tu vois. Enfin, c'est des neurosciences. On en a assez parlé, tu vois, je ne vais pas parler de ça, mais tout ce qui est, tu vois, le cerveau humain, on a des expériences, tu vois, qui montrent profondément la théorie de l'attachement, des petits-enfants, des bébés à qui tu montres des petites scènes, tu vois, des petits théâtres où tu vois deux personnages t'as un personnage qui représente le gentil et t'as un personnage qui représente le méchant. L'enfant, même tout petit, alors qu'il ne sait pas encore parler, il ne sait pas encore marcher, il sait encore, tu vois, il n'a pas encore ces compétences-là, mais il sait déjà qui est gentil. Et quand tu lui demandes ensuite avec quelle poupée il veut jouer, il choisit la poupée gentille, tu vois. Donc, cette prédisposition à la socialisation, on l'a tous, puisqu'on est des êtres sociaux. C'est d'une évidence. Et ça, on a de plus en plus de choses qui le prouvent. Et puis, de toute façon, la société, elle va vers ça de plus en plus. Donc, c'est pour ça, tu vois, que d'où ça vient, ça vient, c'est depuis fort longtemps. C'est intéressant, d'ailleurs, de voir que finalement, ça a toujours existé, tu vois. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. D'ailleurs, si tu regardes dans la recherche, dans l'académie, monte dans l'académie, regarde dans les sciences de l'enfance et de la jeunesse, regarde dans les sciences des droits de l'enfant, dans la psychologie, dans la sociologie, tu trouves nulle part des choses comme ça. Moi, j'ai jamais appris en Suède que l'enfant serait un être mauvais. On m'a pas du tout dit ça, tu vois. Dans aucun cours, aucun professeur, aucun docteur, en tout ce que tu veux, ne dit ça. C'est des discours profondément français. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, tu vois. J'ai vu que tu avais posté une vidéo il y a quelques jours où tu as demandé à une intelligence artificielle ce qu'il faut faire face à un enfant qui jette des jouets. De 20 mois, ouais. 20 mois. Et donc, du coup, tu as l'intelligence artificielle qui t'a dit que c'était une partie du développement normal, tout ça, à hauteur d'enfant, quoi. Et je suis allée voir dans les commentaires et j'ai trouvé ça très drôle parce que les gens étaient très étonnés. Mais c'est fou, l'intelligence artificielle qui est pleine d'empathie. Et en fait, j'ai trouvé ça assez drôle parce que, non, c'est pas fou. C'est qu'enfin, on voit que c'est franco-français de se dire qu'un enfant de 20 mois qui balance des jouets par terre, c'est le futur enfant tyran. Non, parce que regarde ton intelligence artificielle qui est quand même très internationale, qui prend ces informations un peu partout, elle pense pas comme ça. Et c'est super intéressant parce que justement, ça permet de nous ouvrir sur le monde d'une manière où peut-être, je ne sais pas, on n'est peut-être pas habitué. C'est aussi que dans l'exemple que tu donnes, en fait, l'intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT, j'ai pas de souci à le dire, elle va chercher ce qui existe partout dans le monde, en effet. Donc on sort de ce cadre franco-français où on s'enferme dans cette vision. J'en profite juste pour dire aux personnes qui nous écoutent que si vous voulez réagir aux propos de Marion, si vous avez des choses à dire, que ce soit maintenant ou plus tard dans l'épisode, vous pouvez
allez sur le lien que je mettrai en description de l'épisode sur SpeakPipe. Vous pourrez laisser un audio, donner une réaction. Vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser, j'y répondrai dans le podcast. Il y a ce côté-là que tu disais tout à l'heure au début de ta réponse sur on nous dit que l'enfant cherche l'autoritarisme, sera en recherche de ça. Alors, très précisément, ce qu'on nous dit, c'est que l'enfant cherche les limites. Moi, je me rappelle de notre premier épisode qu'on a enregistré ensemble, où tu avais utilisé une image que j'aime beaucoup, où tu disais, si on t'enferme dans une pièce noire, que tu sais pas où t'es, le premier geste que tu vas avoir, c'est de tu vas chercher mettre tes les mains murs. sur les murs Ouais. pour connaître les limites Ouais. de l'espace dans lequel tu es et définir l'espace. Bien sûr. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, cette image-là, elle est utilisée en France pour dire, voilà, l'enfant cherche les limites, donc il cherche à nous tester. Et pour qu'il comprenne les limites, il faut donc lui imposer notre pouvoir. Donc on a bien compris que c'était pas du tout ça le sujet et que c'était juste un réflexe naturel. Est-ce que toi, là, si moi je te dis, par exemple, tu vois, je me l'étais noté, voilà, je suis français, je suis franco-français, j'étais élevé en France dans la pure tradition de la violence. Moi, je veux pas que mon enfant il me domine parce que je pense qu'il peut me dominer, tu vois, du coup. Et je vois bien que si je le laisse faire, il m'ordonne même des fois de faire. Et quand il cherche les limites, comment je fais, tu vois? Alors déjà d'une, ton enfant ne te domine pas. D'amener cette idée que les enfants domineraient les adultes, excuse-moi du terme, mais c'est profondément hypocrite. Les enfants ne votent pas. Les enfants n'ont pas de choix. Ils choisissent pas où ils habitent. Si tu divorces avec la mère de tes enfants, ils sont trimballés. Enfin, les enfants, ils allument la télé, ils voient des programmes pour enfants. Ils les choisissent pas. C'est les adultes qui les ont faits. Les enfants, ils vont ouvrir un livre pour enfants. Bah, c'est l'adulte qui l'a écrit. Tu vois, les enfants, ils n'ont pas de marge de manœuvre dans la société. Tout est fait par les adultes. C'est d'ailleurs le gros dilemme des droits de l'enfant. C'est que l'enfant, comparé à d'autres minorités, tu vois, dont on pourrait parler, qui veulent récupérer leur pouvoir, l'enfant, il peut pas vraiment. Parce que structurellement, mais biologiquement aussi, ils ont besoin de nous. Et l'enfant ne manifeste pas non plus. L'enfant ne manifeste pas, c'est sûr. Donc déjà, de partir du principe que l'enfant dominerait l'adulte, socialement, ça faut complètement l'effacer. C'est ce que je dis dans le livre. On a, en Sciences de l'enfance et de la jeunesse, on parle de la priorité de définition. Ça veut dire que l'adulte, qui est fondamentalement celui qui a le pouvoir dans la société, qui a l'autorité parentale, enfin, je veux dire, il a tout derrière lui, il a la loi, il a... Enfin, il doit, du coup, prendre conscience du fait qu'il est au-dessus de l'enfant. On dit toujours, souvent en tout cas, on dit dans les milieux en France de non-violence éducative, qu'il faut être complètement, tu vois, à égalité avec l'enfant. Moi, je pense que c'est une erreur énorme. On n'est pas à égalité avec les enfants. Et c'est parce qu'on n'est pas à égalité avec les enfants qu'on a plutôt intérêt à prendre conscience de ce pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, il peut être un écrasement si on n'en prend pas conscience. Donc c'est pas de dire on va laisser l'enfant faire sa petite vie tranquille et puis grandir et on s'en occupe pas, parce que là, dans ces cas-là, on prend pas nos responsabilités. Notre pouvoir amène une responsabilité. Je vais me permettre de citer l'oncle Ben dans Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. D'accord, ouais, c'est très bien dit, parce que c'est exactement ça, en fait. Plus tu as de pouvoir, plus tu as de responsabilité. Donc, en tant qu'adulte, on a la responsabilité de l'enfant, la responsabilité parentale, d'ailleurs, plus finalement que l'autorité parentale. Bon, ça dépend la définition qu'on va mettre derrière l'autorité. C'est encore une fois une question de culture. Et cette définition changera en fonction de la culture. Mais cette responsabilité-là, elle est fondamentalement ce qu'on a en tant qu'adulte. Elle n'est pas écrasement. Elle n'est pas... Est-ce que les enfants cherchent les limites ? Les enfants cherchent la relation, l'authenticité. L'être humain, l'enfant, l'adulte, l'être humain en règle générale, on est des êtres qui ont profondément besoin de structure. On a besoin d'avoir des idées de penser, d'avoir un cadre de pensée et de pourquoi. Là, il y a tous les philosophes qui donnent leur avis dessus. Peut-être parce que le monde est profondément incohérent et qu'on se rassure comme ça, je ne sais pas. Ça dépasse vraiment mes compétences. Mais on a besoin de structure. Le cerveau humain aime la structure. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu viens dire aux gens « Bah non, mais faut arrêter la violence envers les enfants », ça va complètement perturber la structure de leur pensée et ils vont te dire que tu es complètement hurluberlu, tu vois. Parce que la structure, ça nous fait du bien. Ça nous fait, je sais pas, ça nous donne un sentiment de contrôle peut-être sur la vie alors qu'on n'en a pas vraiment. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important à ce niveau-là, c'est que l'enfant est un être humain. Donc l'enfant a aussi besoin de cette structure. Et cette structure qui va petit à petit pouvoir aussi s'apporter à lui-même, c'est forcément les adultes qui vont d'abord lui apporter. Donc bien sûr que l'enfant a besoin
de limites, mais attention, je le mets avec des gros guillemets, parce qu'en réalité, c'est plus des repères. Il a besoin qu'on soit authentique. C'est-à-dire que moi, comme tout un chacun, comme toi, comme il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas, il y a des choses qui t'énervent, il y a des choses qui ne t'énervent pas. Et il est important de le communiquer à l'enfant, puisque c'est toi. S'il y a quelque chose que vraiment si ça te tient à cœur, si c'est ta personne, parce que sinon, on t'entre pas en relation avec l'enfant. C'est pas ce qui se passe en Suède. On dit pas l'enfant se développe tout seul et laisse-le se développer tout seul parce que ça va bien se passer. On te dit l'enfant se développe dans la relation, dans l'interaction. Mais dans l'interaction où tu restes en tant qu'adulte parce que tu es l'adulte profondément responsable. Et la responsabilité, ça va aussi être de ne jamais, mais jamais utiliser ta priorité de définition et ton pouvoir pour écraser l'enfant. C'est une trahison énorme. Je te rejoins complètement. Je veux juste te dire aux personnes qui nous écoutent qu'aujourd'hui en France, on peut entendre tout à fait ce que tu dis, on peut être en accord avec ce que tu dis. En aucun cas, c'est une injonction à être dans une perfection où on n'utiliserait jamais mal, entre guillemets, son pouvoir parce qu'on ne sait pas faire non plus. Tu le développes très bien dans le livre sur l'aspect social. Oui, totalement. Il faut prendre conscience de ça. Dans la théorie, il faut prendre conscience de ça. Ensuite, quand on a conscience de ça, c'est comme toute relation humaine. Ça passe, ça casse. Des fois, on va... des fois, c'est humain. Hein. Je pense qu'on va se sentir défié, on va mal prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça peut réveiller les choses en nous. On va profiter de notre pouvoir, puisqu'on l'a, le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ouais, tu me cherches. Attends, moi aussi, je vais te montrer. Tu vois, on peut très vite, entre guillemets, redevenir puéril. Encore un mot qui encense l'enfance. Non, mais très vite, tu vois, on va pouvoir tout à fait perdre ce rôle d'adulte, finalement. Oui. Est-ce que c'est un drame ? Pas si on le reconnaît. Tu vois, c'est de dire, j'aurais... Tu vois, c'est de dire à l'enfant, excuse-moi, quoi, tu vois, j'ai merdé, je regrette. Ça, c'est pas... Encore une fois, il n'y a pas de perfection, c'est juste de dire, je suis comme toi, j'apprends. Enfin... Après, attention, c'est pas de se mettre fondamentalement au même niveau, parce que du coup, on va pouvoir dire aussi à l'enfant, ah ouais, mais en même temps, tu m'avais cherché, quoi. Tu vois, c'est pas ça. Il faut prendre vraiment ses responsabilités d'adulte. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre prendre ses responsabilités et culpabiliser. Tu vois, il y a ça aussi, quoi. C'est pas parce que je prends mes responsabilités, c'est pas parce que je me suis trompée que je ne vaux rien et que on doit me mettre au pilori, tu vois. Et puis, tu vois, je vais croiser un petit peu les concepts. Entre toi et ce qu'a pu développer André Stern dans mon podcast notamment, où André nous dit « Nos enfants deviennent tels que nous les voyons, aussi tels qu'ils nous voient ». Et moi, ce que j'ai souvent tendance à répondre aux parents qui viennent me dire « Oh mon Dieu, Cédric, mais j'ai craqué, machin, mon enfant », moi, j'ai souvent tendance à leur dire « Ok, il s'est passé ce qui s'est passé, tu regrettes. Déjà, le simple fait que tu regrettes, c'est déjà très positif en soi, parce qu'il y a plein de parents qui n'ont pas conscience de ça, donc voilà. Mais c'est aussi une belle opportunité. Tu vois, tu parlais de l'apprentissage de la relation, de montrer à l'enfant comment est-ce qu'on réagit quand on a eu un comportement qui n'était pas adapté et qu'on regrette, et comment est-ce qu'on interagit avec la personne qu'on respecte et qu'on considère comme ayant autant de droits que soi. Comment est-ce qu'on interagit dans ces cas-là, tu vois. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois le truc, en mode, écoute, profites-en pour lui transmettre comment ça se passe quand je me trompe, et du coup, tu lui donnes une grosse carte relationnelle pour l'avenir, en fait, finalement. Tu parles de en France, on parle des VO. Hein. Tu as toi-même lancé le hashtag StopVO il y a quelques années maintenant. VO pour violence éducative ordinaire. Et dans ton livre, tu proposes une autre vision de cette appellation, justement, une autre structure. La structure de la pensée. Voilà, la structure de la pensée. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, depuis qu'on a la loi et depuis pas mal de temps, on entend partout, tu vois, violence éducative ordinaire. Et je me dis, ça nous rentre dans la tête, tu vois, violence éducative. Je pense qu'il vaut mieux parler de violence ordinaire, parce qu'elle le reste, malheureusement, non éducative. Mais j'utilise vraiment très peu le terme de violence éducative ordinaire, parce que je trouve que c'est vraiment... il me semble qu'Olivier, qui me semble est celui qui a amené ce concept, au début, il l'a fait pour montrer justement l'absurdité d'accoler ces deux mots ensemble. Mais je trouve que maintenant qu'on a avancé socialement quand même sur la question, maintenant qu'on a une loi, autant être plus direct dans le terme, ce sont des violences ordinaires, parce que le reste encore aujourd'hui, ce sont des violences ordinaires non éducatives. Voilà, c'est... Enfin, en tout cas, voilà, moi je préfère ce terme-là. Ça me... Tu parles d'Olivier Morel, hein, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le podcast, qui a écrit de chouettes livres sur le sujet, que vous pouvez retrouver dans le podcast, qui nous raconte l'histoire des violences éducatives ordinaires. C'est vrai que moi, tu vois, j'avais eu tendance à dire, suite à une discussion avec toi d'ailleurs, les violences dites éducatives ordinaires. Oui, parce que c'est ce que je disais aussi avant.
Mais en fait, non, je me suis dit carrément non éducatif, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça vient dans le langage casser cette pensée que la violence peut être éducative. Du coup. Et donc la violence ordinaire, puisqu'en effet, elle est encore. Et les derniers chiffres de la Fondation pour l'enfance le montrent bien en France. Et donc ça, c'est important. Et en effet, non éducatif parce que ça n'apprend rien. On parlait des débats qu'il y avait en France il y a quelques temps. On a parlé notamment du time-out. Alors, cet épisode va sortir un peu avant un épisode avec un expert américain du coup du sujet qui s'appelle Alan Kasdin. C'est mon premier épisode en anglais. Je vous laisserai l'écouter à sa sortie. Vous verrez que on a une définition quand même très très particulière de ce qu'est déjà un time-out en France, puisqu'en fait, on pourra débattre, tu pourras nous expliquer juste après du time-out versus le time-in, mais en tout cas, sachez, je peux vous le dire dès à présent, que la version en France du time-out file dans ta chambre est déjà très très différente de ce qui est en fait un time-out dans ce qui est pratiqué ailleurs, quoi. Ou pour le dire clairement, mon invité, donc Alan Kasdin, pour lui, quand il décrit le time-out, c'est juste, imaginons qu'il y a une crise, il faut arrêter la crise, c'est juste déjà te dire, attends, tu vas t'arrêter 2 minutes, tu vas rester à côté de moi à la 2 minutes, et voilà. Pour lui, un time-out, c'est ça. Donc on est très loin de fil dans ta chambre, elle va réfléchir à ce que tu as fait, pour un temps indéterminé, voire illimité. Déjà, je voulais dire ça, et ensuite, toi, du coup, tu nous parles du time-in. Comment est-ce que toi, tu définis le time-out, ou comment est-ce qu'il est défini en Suède, et comment est-ce que tu définis le time-in pour pouvoir éclairer un petit peu les parents qui nous écoutent? Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de dire time out. Parce que de dire time out, c'est presque rendre le terme un peu mignon, tu vois, c'est pas très grave. Donc, il faut appeler ça comme s'il s'agit d'isoler l'enfant à des fins punitives. C'est ça, un time out. Surtout en France. En France, on a une vision... c'est le fil dans ta chambre. Oui, mais pas forcément. Ça peut aussi être 20 au coin. Oui, tu vois, ça peut être... c'est pas forcément la chambre. Il y a un côté qui, du coup, est très systématique. C'est-à-dire que c'est une punition assumée, souvent faite à froid, d'ailleurs. Je décide, parce que je suis l'adulte, que désormais, tu m'obéis et tu vas dans ta chambre au coin, dans la salle de bain, ou je sais pas où, tu vois. Enfin, en tout cas, hors de ma vue, quoi. C'est une vision systématique qui, effectivement, quoi qu'on en dise et quoi que les gens en disent, il n'y a rien dans la recherche qui n'accepte ça. Rien. Après, dans la recherche, il y a un débat, il y a sur effectivement des cas particuliers, des enfants particuliers. Là, ça va vraiment dépasser mes compétences, parce que moi, je n'ai pas de compétences en psychologie. Mais il y a aussi vraiment des psychologues partout dans le monde qui sont complètement contre dans toutes les circonstances. Donc, de dire que ça fait consensus, c'est faux, c'est pas vrai. Faut être honnête, il n'y a pas de consensus. Mais c'est ce qui a été dit en France. Je vais du coup spoiler un peu, encore une fois, une partie de l'épisode avec Alan Kasdin. Très concrètement, quand je lui ai décrit ce qui était proposé en France, en suivant la feuille de route qui est proposée dans le fil dans ta chambre, sa réponse a été claire. Il a dit, ok, c'est très bien, à un détail près, ça va à l'encontre de tout ce que la recherche nous dit. Bah oui, voilà. Non, mais de toute façon, c'est très important de. C'était très simple. Il faut vraiment prendre conscience de cette idéologie. On a encore une exception française, vraiment. Mais totalement. Qui est là, oui, non, mais même là, je crois qu'on peut même aller en dehors de la Suède. On traite pas les enfants comme ça en Europe, globalement. Tout à fait, oui. Ça se fait pas, tu vois. C'est du bon sens, quoi. Après, voilà, est-ce que. Je mets les chiffres dans le livre. Est-ce que les parents suédois n'isolent jamais leurs enfants? Ça leur arrive. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre isoler l'enfant ou s'isoler soi-même? T'en parles dans le livre. Hein. Mais est-ce qu'à un moment, quand on sent que l'enfant est en danger avec nous, enfin, si tu veux, pour moi, on est au-delà on n'est plus à une visée éducative. On est sur, je mets mon enfant en sécurité parce que je suis le danger pour mon enfant. Oui, après, pas forcément un danger, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait à chaud. Ouais. C'est-à-dire que si à froid, tu vois, dans ton calme le plus total, tout à fait droit, tu estimes que désormais l'enfant doit être puni tant de minutes ou une demi-heure ou je sais pas combien de temps parce que tu l'as décidé, parce que c'est toi qui décides et c'est pas l'enfant, tu vois, déjà gros problème de filtre. Et que si l'enfant, en plus, ose aller tambouriner sur la porte, il va y rester encore plus longtemps, tu vois. Là, tu es dans un écrasement vertical des plus... à mon sens, les adultes qui se comportent comme ça doivent vraiment repenser, comprendre déjà leur filtre pour les droits de l'enfant, quoi. Pour l'enfant, parce qu'on peut pas faire ça de notre responsabilité, quoi. On peut pas faire ça aux enfants, quoi.
Mais après, l'adulte qui, une fois tous les 3 ans, parce que va y avoir un conflit énorme, va s'énerver, oh bah écoute, hors de ma vue. Enfin, déjà, un enfant qui va être respecté va généralement te dire bah non. Tu vois, il va pas y aller quoi dans sa chambre quoi, parce qu'il aura l'intégrité de dire non. Mais pour autant, voilà, tu es humain. C'est sûr que c'est pas optimal, mais c'est pas non plus quelque chose. Je pense qu'en France, voilà, faut y aller quand même petit à petit quoi, parce que les gens sinon ils vont être complètement paralysés. C'est un peu ce qui se passe par moment, des fois. Ben oui, ben bien sûr, ben de toute façon, bien sûr. Mais tu vois, les chiffres en Suède, en tout cas ceux de 2018, je crois qu'il y a à peu près 18%, 20%, j'ai plus le chiffre exact en tête, de parents qui ont déjà isolé leurs enfants. Alors, on ne sait pas si c'est va t'asseoir sur le fauteuil, va dans ta chambre, ou tu vois, le coin, ça m'étonnerait parce que ça se fait pas là-bas. Mais voilà, ça peut être aussi, tu vois, va sur le fauteuil à côté, comme disait Kasdin, quoi. Tu vois, ça pourrait être ça aussi, quoi. On le sait pas, c'est pas dit dans le rapport. Mais il y a à peu près 18% de parents qui l'ont fait 1 ou 2 fois. Donc tu sens le geste tout de suite impulsif et regretté, tu vois. Mais si tu prends les parents qui le font plus de 10 fois dans l'année, donc à peu près voilà, 1 fois par mois, t'en as à peu près 3%. Donc c'est très peu. Oui, c'est pas tout une à fait. méthode, voilà. Après, en France, le rapport de la Fondation pour l'enfance nous dit qu'un parent sur 2 le fait à peu près 1 fois par semaine, minimum. Donc on est plus à 50 fois par an. Donc c'est encore une toute autre dimension. C'est quelque chose qui devient récurrent. Ça devient... Pour moi, le problème, il est là. Il est de dire et de penser et de laisser croire que ça peut être une méthode. C'est pas une méthode. Voilà, c'est pas parce qu'on va le faire 1 fois qu'on va perdre ses droits parentaux, tu vois. Mais ça fait pas partie de notre rôle d'adulte. Et si on le fait, si d'aventure ça arrive, bah faut savoir s'excuser, faut savoir le reconnaître, et puis on le fait plus. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, par rapport au fait de transmettre une proposition relationnelle efficace en reconnaissant nos erreurs et comment je réagis quand je me trompe et tout ça. Donc là, on a beaucoup parlé du time-out quand même. Toi, tu nous parles Le du timing. timing. Oui. Bah donc, le timing, c'est pas moi qui en parle. Hein. Ouais. Encore une fois, c'est la recherche. Quoi, hein. Bah, le timing, voilà, c'est s'isoler avec l'enfant communément. C'est-à-dire que si vraiment il y a quelque chose qui relève d'une crise monumentale, si on n'en peut plus, si l'enfant peut-être devient violent, ou tu vois, quelque chose qui fait ou que l'enfant se blesse, tu vois, ça va être peut-être l'enfant, je sais pas moi, qui se tape la tête contre les murs. Il y a des enfants des fois qui font ça. Si vraiment t'estimes en tant qu'adulte que là, faut quitter le lieu parce que il y a trop de stimuli, il y a trop de... Ou alors, je sais pas, parce que t'es en public, tu vois, ça peut être ça aussi, quoi, t'as peur du regard de l'autre. Et ben dans ces cas-là, c'est de dire à l'enfant, tu sais quoi, on va changer de pièce, on va changer d'air, quoi. Ça peut être... voilà, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais ce qui est important, c'est déjà de rester avec lui s'il veut pas être seul. Parce que bon, à la limite, si l'enfant te demande à être seul, c'est pas pareil, c'est pas une punition, quoi. Ma fille Bah fait oui, ça, mais voilà, tu vois. mais dans Ma ces fille cas-là, fait ça. tu vas pas rester à côté en disant ben non, ma chérie, parce que la recherche dit que je dois rester à côté de toi. Et tu sais vois, pourquoi ma fille fait ça? Non. Parce que moi, dans les moments où je sens qu'il y a un truc qui me déborde, je dis attends, je reviens. Oui, voilà. Là, ça va pas, je reviens. Et en fait, du coup, maintenant, elle fait ça. Oui. C'est marrant parce que, tu vois, au moment où elle a fait ça, ma première réaction humaine, c'est de me dire, mais attends, mais elle met fin à la relation, là, tu vois. Et vraiment, moi, c'était mon ressenti en mode, elle met fin. Non, moi, j'ai envie de dire des choses, tu vois, donc non. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais en fait, non, elle prend la bonne décision pour calmer le truc, quoi. Tu vois. C'est son besoin. Je trouvais ça très intéressant. C'est son besoin. Et je trouvais ça intéressant parce que ça me mettait aussi face à ce qu'elle peut ressentir quand moi je dis, attends, là, j'ai besoin de m'isoler, mais qu'elle, elle veut pas, tu vois. Bien sûr. Ça me met face à ça aussi, bien tu sûr. vois, dans la relation. Mais en effet, oui, si l'enfant décide de s'isoler de lui-même. Le principe. En fait, c'est pas un sujet, quoi, parce qu'on n'exerce pas notre pouvoir, j'ai envie de dire. Le principe d'un timing, pourquoi tu vas prendre l'enfant et aller s'isoler avec? C'est parce qu'il est tellement débordé qu'il sait plus du tout de communiquer ses besoins. Mais si t'as un enfant qui te dit « je veux être seul », il est dans une situation quand même où peut-être qu'il est mal, peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il est en détresse, mais il sait qu'il veut être seul. Tu vois, après, tu connais ton enfant généralement mieux que les autres, donc tu peux savoir aussi que peut-être qu'il te dit qu'il veut être seul, mais qu'il veut pas. Enfin, bon, après, voilà, chaque individu est différent. Mais pour moi, il n'y a pas de sujet. Si l'enfant veut être seul, c'est pas une punition. Enfin, le time-out, c'est vraiment, comme on l'appelle, l'isolement, c'est vraiment de dire à l'enfant, attends, puisque c'est comme ça, hein, voilà ce qui va se passer, hein, parce que c'est moi qui décide, c'est pas toi. C'est une toute autre démarche, tu vois. Donc le time-in, comme on l'appelle, c'est de dire, ok, tu sais quoi, là, on va aller ailleurs, hein,
Pourquoi ? Parce que moi, ça m'est un peu difficile, là, tu cries un peu fort. Mais ça peut être aussi parce que l'enfant, si tu le changes d'environnement, ça va peut-être aller mieux. Hein, je sais pas, tu vois, il y a plein de choses, tu vois, qui peuvent faire de... Ça peut être ça peut le distraire, ça peut... Mais ce qui est important, c'est que s'il est vraiment en détresse émotionnelle à ce point-là, c'est de ne pas lui infliger, de le laisser tout seul. Parce qu'un enfant va se culpabiliser. Tu vois, il va se dire, dans ces cas-là, c'est que ce que j'exprime, j'ai pas le droit de l'exprimer. Puis après, il va grandir, il va devenir ado, il va pas s'exprimer, on va lui dire, mais tu parles jamais. Tu vois, enfin, à un moment donné, c'est vraiment ça aussi, le filtre de la confiance. Et c'est vraiment ça, la culture de la relation, donc du coup, qui est le pendant du filtre de la confiance, c'est le lien à long terme. Peut-être qu'il va y avoir une crise et qu'on va pas la résoudre, tu vois. Enfin, elle va pas se résoudre, quoi. Mais le lien à long terme. C'est ce que tu évoques là, alors déjà, moi, tu as une formulation que j'aime beaucoup par rapport à la punition versus la relation, et avec une habileté avec les mots que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tu nous dis que nos enfants n'ont pas besoin de correction, ils ont besoin de connexion. Et aussi, ce qui est très important, je trouve, et c'est quelque chose qu'on a déjà dit, notamment aussi avec Héloïse Junier dans ce podcast, quand on parlait du lien d'attachement, c'était que c'est vrai qu'en France, on peut avoir tendance à dire « Oh mon Dieu, j'ai eu un conflit avec mon enfant », et je parle bien de conflit. Hein, je vous invite aussi à voir la différence entre conflit et violence. Il y a vraiment un sujet très intéressant, mais j'ai eu un conflit avec mon enfant, le lien d'attachement est foutu, la relation est terminée, et on rappelle justement déjà dans ce podcast que non, en fait, la relation avec l'enfant, ça se joue pas sur un instant T. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, surtout si l'immense majorité du temps, l'enfant est respecté, qu'il est écouté, qu'il y a de la relation. C'est pas un conflit ou quelques-uns dans une vie qui vont faire que tout à coup la relation est foutue et que mon enfant est fracassé émotionnellement et que sa vie est terminée, quoi. Ça me fait vachement de peine, quoi, parce que je me dis, j'imagine, tu vois, tous ces parents là qui nous écoutent, dans l'idée de mieux comprendre, tu vois, de se mettre à hauteur d'enfant. Je me dis, putain, en France, on l'a pas, quoi. Non, on l'a pas. Non, mais c'est vachement difficile parce que, tu vois, je me dis, mais c'est tellement... C'est peut-être un terme, du coup, un peu provocateur, c'est pas mon intention, mais là, j'en trouve pas d'autres. C'est tellement évident, tu vois. Pour toi ? Non, mais pas pour moi, mais ça devrait tellement, tu vois, être une évidence. Et c'est évident. C'est pas parce qu'on l'a perdu que c'est pas évident. Bien sûr. C'est évident. Et en fait, de se dire comme ça, en tant que parent, s'il y a un conflit, si on n'est pas d'accord, si l'enfant pleure, si il va être fracassé, mais c'est terrible pour l'enfant et pour le parent. C'est violent, ça, du coup. Je pense que ce qui est le plus délétère pour les enfants, qui vraiment est... Ouais, ce qui est vraiment le style d'éducation qui va être le plus nocif, quelque part, c'est d'avoir un robot en face de soi. C'est d'avoir un parent qui ose plus bouger un petit doigt parce qu'il veut pas mal faire, tu vois. Parce que du coup, elle est où la relation ? Elle est où l'authenticité ? Il est où l'humain, quoi ? Mais je me dis, mais on a perdu ça, quoi. À entendre à longueur de journée, dans les médias, dans les magazines parentaux, dans les magazines aussi, dans les programmes parentaux, dans toutes les couches de la société, de la culture, à entendre que l'enfant est un tyran, est un enfant roi, qu'on doit le soumettre, qu'on doit le... Et là, quand on vient te dire « Attends, non, problème de compréhension, ça n'est pas ça », et qu'on te dit « C'est plutôt ça », en fait. Et que là, les gens, du coup, ils sont perdus à un tel point qu'ils n'osent plus rentrer en relation avec leur propre enfant. Même les relations conflictuelles. Oui, mais même en relation, parce que finalement, tout devient source de robotiser. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment il va le vivre ? Comment ça... Ah non, ça y est, dans 20 ans, il va faire une thérapie. Tu vois, enfin, il y a il y a une déshumanisation. Enfin, moi, là, je tiens à dire quelque chose. Tu vois, on nous dit depuis des mois en France que mais c'est terriblement culpabilisant de dire aux parents que on doit toujours être empathique, qu'on ne peut pas punir les enfants, que la relation verticale n'existe pas. Tu vois, on nous dit ça depuis des mois en France dans les médias. Mais non, mais c'est tellement culpabilisant de dire aux parents qu'on doit punir les enfants, qu'on doit être dans la verticalité, alors que tout dans la société va vers quelque chose de beaucoup plus horizontal et de beaucoup plus démocratique, et que donc nos enfants, ils sont le produit de la société, hein, et que donc du coup, on laisse les parents comme ça, avec ces vieux modèles éducatifs là, des années 50, 60, et on leur dit, c'est très bien, vas-y, applique, ça marche très bien en 2023. Ça marche pas. D'ailleurs, l'enfant, généralement, aujourd'hui, il va pas se laisser faire. Il y a beaucoup d'enfants qui vont dire « Eh ben non hein, », parce que... Non, mais les enfants aussi sont des produits de leur époque. Hein, c'est-à-dire que les enfants,
aujourd'hui s'expriment. Tu vois. Il y a aussi le fait que dans les institutions françaises aussi, et donc là je vais parler de l'école publique, tu vois, les parents ils se retrouvent aussi face à ça, face à une institution de l'école publique, donc le système, pas les enseignants individuellement ou le corps enseignant, qui quand même leur dit, et c'est vrai que c'est d'ailleurs un des points d'appui des personnes qui défendent la punition, mais les enfants aujourd'hui, vous comprenez, ils n'obéissent plus. Dès la maternelle, déjà ils sont pas capables de rester tant de minutes sur une tâche qu'on leur a donnée, pas forcément qu'ils ont choisi, mais qu'on leur a donné. Et puis, ils n'obéissent plus. Alors, bien sûr, on ne va pas remettre en question le fait que tu as un ou deux adultes pour 30 enfants. On ne va pas remettre en question ça. On ne va pas questionner le social et le politique, mais on va accuser l'enfance et l'enfant de ne pas être... justement, donc là, on est à hauteur d'adulte, du coup, qui dit à l'enfant, tu dois être comme ça parce que j'ai décidé que tu allais être comme ça. Et les parents se confrontaient à ça aussi. C'est que moi, tu vois, j'ai des parents qui sont plutôt à l'aise dans leur rôle de parents et qui je peux échanger, qui ont compris qu'il y avait, que eux ils tendent vers quelque chose, mais que c'est pas parfait, que l'important c'est la relation, mais qui se heurtent à ça aussi, qui se heurtent à moi on vient me dire que ça va pas du tout, que je remplis pas mon rôle parental parce que mon enfant n'obéit pas quand l'adulte lui dit qu'il doit obéir, point. Parce que tu vois, tu disais, l'enfant qui est épanoui va dire non, va s'en dire bien son intégrité. Mais aujourd'hui, le système en France, le système notamment scolaire, n'accepte pas ça, par exemple. Donc on se heurte aussi, tu vois, si on sort un peu du champ parental dans la société française. Ah, mais bien sûr, et j'en parle, je crois, pas mal dans le livre. Je précise aussi, j'ai découvert des choses passionnantes sur la préécole suédoise. Je vous laisse découvrir dans le livre, mais voilà, je voulais placer ça. Oui, mais... Bah oui, mais c'est tout le problème, justement. Hein. C'est ce que j'essaye de dire, c'est que nous sommes entourés d'un système et d'une structure sociale qu'en plus on ne voit pas, parce qu'on est dedans. Donc moi, c'est en arrivant en Suède, comme je le dis dans le livre, hein, je suis arrivée en Suède, et pour la première fois, j'ai vu la France. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire que tu arrives dans le pays, d'un coup, tu as des idées, tu vois, qui sont hyper naturelles pour toi, tu t'estimes que tout le monde a les mêmes... Tu rentres en communication et tu te rends compte qu'en fait, tu te heurtes à un mur parce qu'on comprend pas ce que tu dis ou ce que tu penses ou ce que tu fais. Tu te dis, bah attends, ils sont inintelligents ou tu vois. Non, mais au début, on va toujours rejeter la faute sur l'autre parce que c'est plus confortable. Et de se dire, attends, ok, donc moi, ce que je pense... Et c'est très français. Je pense que c'est très humain. Okay. Je pense que c'est très humain. Tu vois, c'est encore cette idée de ma structure, ma petite pensée, mon petit confort interne, j'ai le contrôle sur la vie. C'est très humain, tu vois. On est fondamentalement des petites poussières et on n'a pas envie de le savoir, quoi, tu vois. Donc, il y a cette espèce de truc de se dire, ah, ok, donc là, il n'a pas compris, on ne s'est pas compris. Et si ça venait de moi ? Déjà, ça, c'est un... tu vois, c'est pas le réflexe. Ouais. C'est pas le réflexe. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est ce que... Enfin, moi, en tout cas, au bout d'un moment, pour pas prendre l'avion dans l'autre sens, direction la France, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais en fait, et si ça venait de moi ? Tu vois. Et dans ces cas-là, bah, effectivement, tu commences à te dire, bah, attends, bah, moi, ce que je pense là, je le pense parce que tout le monde autour de moi le pensait aussi, mais là, non, là, ils pensent différemment. Donc, tu prends vraiment conscience, et ça met un peu le vertige au début, que finalement, ta petite structure confortable et ton petit cadre de pensée, bah, il est très contextuel, hein, et puis il est finalement pas du tout universel, et il y a des gens qui ont radicalement autre chose dans leur tête, tu vois. Donc, il y a vraiment cette... on peut pas le voir si on est dedans. C'est le principe de la structure sociale. Elle se voit pas à l'œil nu, tu vois. Donc on ne voit pas. C'est ce que je dis dans le livre. On est entouré en France de médias et puis, comme tu le dis, d'institutions qui nous dépeignent quotidiennement les enfants comme des petits êtres à mater, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans. Voilà. Et quand tu arrives dans un endroit où en fait tu ouvres un magazine parental et tu vois quelque chose de totalement différent, tu allumes la télé et tu vois quelqu'un qui fait vraiment preuve de hauteur d'enfant, t'as jamais vu ça à heure de grande écoute. Et en plus, c'est pas... Maintenant, nous allons parler de la hauteur d'enfant, et tu vois, c'est que c'est imprégné dans le reste. Tu l'expliques dans le livre, d'ailleurs, oui. que en fait, là, nous, on en parle comme si c'était quelque chose de... Mais en fait, en Suède, c'est naturel, c'est même pas un sujet. En fait, pour non, c'est pas un sujet. Hein. Ça n'est même pas, ou même plus. Ah non, mais c'est pas un sujet. Un sujet, tu vois, c'est pas un sujet. Parce qu'en fait, c'est juste la vie. Et je trouve ça très intéressant comme en fait, ça nous montre aussi que déjà qu'il y a du chemin à faire. Oui, ça c'est sûr. C'est pas inatteignable. Mais alors en Suède, ça s'est pas fait non plus comme ça du jour au lendemain. Hein. Non. Il faut avoir conscience de ça, et par rapport à cette culpabilisation dont on parlait précédemment, voilà, j'ai été très touché, moi, par cette partie de ton livre où tout à fait, je te l'ai dit d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je crois, au téléphone, qui vient un peu comme un câlin.
envers le parent français que moi je suis, qui vient dire attends, ok, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va regarder pourquoi est-ce qu'on pense ça en France. Non, c'est pas de ta faute aussi, ça c'est important. Bien sûr. De le dire dans ton livre, tu l'écris très clairement. Non, c'est pas de ta faute. Il y a tout un tas de choses qui font que. Et même si là, tu l'évoques dans cet épisode, mais dans le livre, vraiment, je vous invite à le lire parce que il y a un côté très enveloppant que moi j'ai beaucoup aimé dans la façon dont tu as écrit. Moi, j'ai vécu 10 ans en Suède. Tu vois, je suis partie à 19 ans. Je me souviens très bien de comment, à 18 ans et demi, je me suis heurtée en France quand j'étais en centre de loisirs. Parce que moi, ces idées, je les avais déjà imprégnées en moi. Pas toutes, mais en tout cas, pas de violence physique, pas d'humiliation, tout ça. Je me suis heurtée à des collègues qui ne comprenaient pas ça, tu vois. Et je me souviens, et j'en suis pas spécialement fière, mais je me rappelle, je me suis vue vaciller. C'est-à-dire que convaincue de tout ça, mais vraiment convaincue, tu vois, la tête dans les livres d'Olivier Morel déjà à l'époque. Convaincu des principes suédois et de la non-violence éducative. Pas des principes suédois, mais de ce qu'on appelait la non-violence éducative. Ouais. Je me suis vue au contact de mes collègues, de ma chef, des enfants aussi que je côtoyais. Cette pression sociale. Ouais, des parents. Je me suis vue petit à petit, au fil des mois, tu vois, dans ce centre de loisirs. En colo aussi, après, j'ai fait des colos avec des chefs assez abominables, je dois dire. Des violences physiques envers les enfants. Alors, les violences physiques, j'ai pas vacillé. Mais sur le reste, sur le côté, tu vois, méfiance, verticalité, je me suis vue petit à petit me poser des questions, me dire, mais attends, est-ce que c'est moi qui suis dans le faux? Tu vois? Et pourquoi? Mais parce qu'on est un être social. Donc, forcément, entouré de gens comme ça qui ne filtraient que ça, j'ai fini par me dire, mais attends, est-ce que tout ça, c'est que de la théorie? Est-ce que c'est de l'utopie, tu vois? Et je sais très bien que si j'étais pas partie en Suède, je serais pas là aujourd'hui à te dire tout ça, tu vois? Donc, en fait, c'est vraiment important, tu vois, on est profondément vulnérable. Et d'accord, moi, j'ai été en Suède pendant 10 ans et du coup, c'est vrai que ça m'a amené autre chose. Mais comme je le dis dans le livre, quand on est en France, on est dans cette société-là. Donc, bien sûr, j'ai essayé, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est en Suède que je l'ai appris. J'ai essayé de pas pointer du doigt l'individu, tu vois, ça, les Suédois, quelque chose qu'ils ne font jamais. Les Suédois pointent du doigt le système, la structure sociale sur tout sujet, hein. Mais de pointer d'un doigt accusateur un oppresseur personnifié, c'est vraiment pas ce qu'ils font, tu vois, parce que c'est justement à l'encontre de tout ça. C'est une vision sociale qui est radicalement différente aussi, quoi. J'ai essayé à la fin de me dire, maintenant que j'ai dit tout ça, il faut aussi se mettre à hauteur du parent français, tu vois, et parce que j'y crois pas, parce que je crois pas que c'est en disant aux gens qui sont profondément nuls et qui n'ont rien compris que ça va changer quoi que ce soit, tu vois. Et si moi je fais ça, alors moi j'incarne plus rien non plus, tu vois, j'incarne plus ces valeurs du tout, tu vois. Puis je l'ai vu, je le dis à un moment dans le livre aussi, tu vois, à l'après-école, j'ai vu une pédagogue qui avait une réaction que j'ai trouvée, j'ai trouvé ça, je me suis dit mais comment ils peuvent comme ça dégainer une compétence relationnelle aussi, tu vois, avec un petit garçon de 4 ans. Je lui dis à la fin, mais t'es un super-héros en fait, quoi, tu vois. Et elle a pas compris, tu vois. Et je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là avec Nilas? Elle avait pas vraiment percuté. Et puis tu vois, elle m'a regardée, elle a souri, elle m'a caressé le bras, elle m'a dit, mais toi aussi tu l'as en toi, Marion. Ouais. Et je me dis, mais tu vois, moi je l'ai vécu tellement de fois en Suède, tu vois, de rencontrer à la fois cette stupeur dans leurs yeux et puis cette confiance profondément, parce qu'ils te filtrent vraiment dans la confiance. Que du coup, je pense que c'est ça qu'il nous faut en France. C'est ça qu'il faut amener un petit peu. Tu vois, on a besoin de douceur, quoi. Tu disais là, tes interrogations, tu vois, sur le cas pratique. Justement, j'ai un cas pratique pour toi, puisque on parlait du timing. Oui. Alors, tu vois, moi, je pourrais te dire, si je devais te faire une réponse un peu imaginons, on vient me parler du timing, avec mon filtre de la punition, ma culture de la punition, je pourrais te dire, écoute, Marion, t'es bien gentille, hein, t'es mignonne. Hein, mais concrètement, moi, je suis un parent seul avec 2 enfants, 4 ans et 2 ans. Par exemple, un conflit éclate qui nécessite un timing avec le grand, je fais quoi du deuxième? Parce que dans ton monde, on ne tient pas compte de ça. Tu le mets sur le balcon, à la cave. Ah, très bien. Il y avait des crèches pour enfants, il fut un temps. Non, mais tu vois, c'est encore une fois cette question où on va s'interroger sur la méthode.
C'est-à-dire que là, d'accord, on a parlé du time-in. Alors attends, je note. Time-in, c'est encore une fois une posture. Si tu peux, et si il te semble utile et que les conditions le permettent, de retirer l'enfant et toi-même de la situation, de la pièce en question, de je sais pas moi, si la crise c'est parce qu'il veut ouvrir le frigo, c'est peut-être bien de partir du frigo, tu vois, enfin, ça dépend aussi du contexte. Mais encore une fois, c'est pas la méthode. Si tu peux pas, bah tu le fais pas. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais alors je fais quoi ? Peut-être que tu vas vivre une crise avec ton enfant et que du coup, ça sera pas parfait et du coup, ça va un petit peu te faire un peu culpabiliser peut-être t'énerver, ça dépend les gens. L'enfant, du coup, va vivre aussi cette crise. C'est pas un drame, tu vois ? C'est-à-dire, encore une fois, c'est le lien à long terme. Tu vois, si ton enfant fait des crises tous les jours et que tous les jours, ça... là, tu peux effectivement commencer à te dire, OK, il faut que je mette quelque chose en place. Mais si ça arrive comme ça une fois, encore une fois, c'est quoi ton but ? C'est que la crise, elle s'arrête et que l'enfant se calme ? Oui, en partie. Mais le but encore plus ultime, c'est que dans 20-25 ans, vous alliez en vacances ensemble et que ça soit chouette. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Il faut sortir vraiment, je pense. Et je peux comprendre aussi que les gens aient besoin de méthode et de structure, parce que ça fout le vertige, tout ça, quoi, quand on ne connaît pas. Mais il faut penser à la posture. Moi, j'ai tendance à dire aux gens qui me disent « Mais attends, mais si ça arrive, moi, j'ai tendance à leur dire « Mais en fait, on peut travailler sur le fait d'accepter que ça arrive. » Et souvent, les gens, ils me disent « Ah, mais je l'avais jamais vu comme ça. Je dois... Ouais, ok, mais de toute façon, un jeune enfant, souvent, pas toujours... Bien sûr. Fait des crises. C'est pas quelque chose de rare, quoi. Tu vois, Oui. Tu vas plus souvent voir un enfant de 4 ans se rouler par terre que quelqu'un qui a 25 ans. C'est à peu près socialement admis quand même. Et en fait, j'ai même tendance à dire que mieux ça a été accueilli quand il avait 4 ans, moins ça a de chance de se produire quand il en a 25. Après, ça peut dépendre des personnes et de leurs particularités, c'est sûr. Tout à fait, mais tout à fait. Dans un supermarché, c'est plus ça que tu vas voir, par exemple, tu vois. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Attends, t'as peut-être eu une journée difficile, t'as peut-être pas envie d'entendre un enfant qui crie, parce qu'en plus, généralement, les décibels, elles sont quand même assez élevées. Mais bien sûr, mais t'as le droit de le dire que c'est pénible. Ça fait pas de toi un monstre, c'est pénible. Généralement, souvent, sauf si tu te lèves un dimanche matin et que le soleil est magnifique et que t'as eu une semaine fantastique et tu vas pouvoir le prendre avec la plus grande. Mais tu sais, les parents suédois, c'est pas toujours, ils ont un sourire affiché H24, hein. C'est pas forcément ça. C'est de se dire, ok, bon, c'est pas facile. Franchement, d'être parent, des fois, c'est pas facile. C'est pas facile d'être un enfant. Tu vois, parce qu'il est pas bien non plus. Finalement, il aimerait ne pas être en crise. Mais c'est juste la posture, quoi. Plutôt que de se dire, ah bah attends, il va comprendre sa douleur, il va comprendre pourquoi il fait une crise, quoi, tu vois. En instaurant ce rapport de force et cette verticalité qui bafoue les droits de l'enfant et qui ne nous respecte pas non plus en tant qu'adulte, parce qu'on vaut mieux que ça. Franchement, on vaut mieux que ça. C'est de dire, ok, on essaye de faire un time-in. S'il y a le petit, on prend le petit. Je sais pas, on essaye de faire un time-in tous ensemble. Pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? Tu vois, ça se tente. Tu sais que ça, c'est un truc que j'ai testé, moi, avec des enfants que j'avais en garde, de faire un time-in. Et du coup, en fait, c'était très rigolo parce que j'ai nommé ça comme étant un time-in. Et le plus petit derrière, quand il a fait sa crise, m'a dit « Je veux un time-in ». D'accord. En plus, parce qu'il avait vu, il Oui. avait vu le côté, ok, on se pose, on fait un câlin s'il faut, on écoute. Et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait, encore une fois, on est l'enfant a vu la proposition relationnelle qui existait et il s'est dit, ok, je vais pas bien, je veux ça. Ce que je retiens aussi quand même dans ce que tu dis, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est que le parent donc peut dire, oui, c'est pénible, la situation est pénible, mais on ne dit pas tu es pénible. On ne dit pas à l'enfant tu es pénible, on peut le penser. On peut le penser. Non, mais attends, des fois, les enfants sont pénibles. Des fois, l'être humain est pénible. Et l'enfant est un être humain. On est des fois très pénibles, les êtres humains. Moi, des fois, je suis super pénible. Des fois, je me supporte pas, quoi. Mais c'est pas parce que je suis pénible que j'imagine que dans ces cas-là, je dois être punie. Non, je suis pénible. Pourquoi ? Parce que je suis humaine, tu vois. Et des fois, je suppose que tu es peut-être pénible aussi, tu vois, parce que tu es humain. Voilà. Et un enfant, c'est un petit humain, hein, donc forcément, il peut être pénible aussi. C'est pas grave. C'est pas pour autant qu'il faut aller casser quelque chose. Je vais donner un exemple très personnel vis-à-vis de ça. Je me suis fait opérer du nez en décembre. J'ai très très mal dormi pendant un mois.
Et en fait, du coup, ça m'a rendu très irritable. Et on le savait avec ma compagne. On savait que comme beaucoup d'humains, je pense, quand je dors pas. Et c'est vraiment parce que ma compagne, du coup, elle a vécu des moments pénibles, je pense, en ma compagnie. J'ai été pénible. Et à un moment, elle a eu cette phrase qui dit, mais en fait, je savais que ça allait se produire. Je sais comment c'est quand tu dors pas bien et que t'es plus irritable et que t'as moins de patience, y compris avec Sarah et tout. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant, cette bienveillance envers moi, machin. Et si tu veux, j'ai transposé vis-à-vis de l'enfance en général. Je me suis dit, c'est marrant parce qu'on. Bon, ma compagne est formidable, certes, mais tu vois, on raisonne pas forcément comme ça. On va facilement raisonner comme ça vis-à-vis des adultes en disant, tu vois, si un adulte fait pas bien, on va dire, mais tu vas me raconter ce qui va pas et tout. Et souvent, l'enfant va se dire, mais non, c'est parce que c'est un enfant qui est pénible. Pas parce que c'est un humain. Parce que c'est un enfant. Ça nous renvoie aux images que tu évoquais plus tôt. Oui, c'est sûr. Mais c'est aussi intéressant, tu vois, parce que souvent, dans les milieux de non-violence éducative, on va entendre dire non, mais l'enfant, il est jamais pénible. C'est l'enfant. Non, mais des fois, il y a des gens qui vont me dire ça. Ils vont dire mais non, il est pas pénible. C'est toi qui imagines qu'il est pénible. C'est mais parce que son cerveau il est pas fini. Voilà, aussi. Voilà. Non, mais c'est ça, tu vois, on va vraiment essayer. On met un point d'honneur à innocenter l'enfant de toute chose possible et imaginable. Non, mais des fois, bien sûr. Des fois, un enfant de 7 ans, il a envie de regarder la télé. Tu lui dis bon, écoute, voilà, t'as regardé la télé. Maintenant, on arrête la télé. Il a pas envie. Bah, qu'est-ce qu'il va faire quand tu vas aller prendre ta douche ? Bah, il va allumer la télé. Est-ce que ça fait de l'enfant un manipulateur en puissance ? Non, ça fait de l'enfant un être humain. C'est que des fois, on n'a pas envie d'accepter que les choses se passent comme on nous a dit qu'elles allaient se passer. Donc on va essayer de... Voilà, et puis il va rentrer, tu vas sortir de ta douche, tu vas dire, bah t'as allumé la télé ? Ah non, pas du tout, tu vois ? Donc il faut dire ça aux gens aussi, quoi. Bien sûr que l'enfant sait faire ça, mais même un plus petit. Il sait faire ça aussi. Il va savoir te dire, il va savoir aller chercher le chocolat dans le placard. Bien sûr. Et puis quand tu vas lui dire, bah t'as pris le chocolat, c'est avec la bouche pleine de chocolat. Non, c'est pas moi, c'est le chien. Mais c'est pas pour autant, parce que l'enfant a des comportements humains, mais c'est pas pour autant que, donc là, effectivement, il m'a défié, il m'a manipulé, donc il faut le punir. Tu vois, c'est, encore une fois, c'est, bah non, enfin, il est humain, quoi. Enfin, tu vois, c'est, je sais pas, enfin, il y a une sorte de détente à avoir, une prise de recul par rapport à son rôle d'adulte, mais c'est pas de toujours dire, parce que ça, c'est finalement délétère aux droits de l'enfant dans un autre sens, c'est pas de toujours dire « Ah non, mais tu comprends, il a pas la capacité, il peut pas, il est trop petit ». Parce qu'à force, on pense qu'ils sont stupides, quoi. Moi, ce que je constate, et c'est aussi ce que dit la recherche, par ailleurs, c'est que, moi, tu vois, ma fille a 4 ans, alors moi, je considère pas que c'est de la manipulation, je considère juste qu'elle met en place des stratégies pour, quand elle a identifié un besoin, désir, pour essayer de l'assouvir. Et soit on trouve des terrains d'entente, soit pas, ça arrive, mais en fait, il n'y a pas de manipulation, c'est juste une stratégie. Mais tu vois, c'est intéressant aussi parce qu'il faudrait quand même se dire, je sais pas si on en est là, mais il y a des enfants qui vont avoir plus tendance, tu vois, à négocier, mais non, moi je veux avoir 5 minutes de plus. Et là, on va se dire, celui-là, il est particulièrement... pénible. Mais dis-toi plutôt, lui, dans 10-20 ans, il va pas se laisser marcher dessus, quoi. Tu vois ? Non, mais parce qu'il y a aussi des personnalités différentes. Tu vois, t'as des enfants qui vont être très sensibles, qui vont être très silencieux, qui peut-être plus tard seront des grands créatifs. Et puis t'as ce petit bonhomme là de 7 ans qui veut absolument allumer la télé et du coup il y a des accords avec l'adulte. Je sais pas, peut-être que dans 20 ans il sera chef d'entreprise, tu vois. Il y a aussi des compétences propres à tout un chacun qu'il faut aussi quelque part encourager. Alors je dis pas qu'il faut laisser la télé allumée toute la soirée, mais faut pas en faire un drame. L'opposition des enfants, elle est normale puisqu'ils ont pas de pouvoir. Donc à un moment donné, il faut accepter que l'enfant, il challenge aussi un petit peu cette position de toute puissance qu'on a en tant qu'adulte en disant et moi j'existe, et moi je suis compétent, et moi j'ai mes propres avis et mes propres perceptions, tu vois, l'enfant auteur. Mais c'est là aussi, tu vois, où je pense qu'il y a une réflexion qu'on évoquait en début d'épisode sur l'aspect social et politique de tout ça. C'est que cet enfant-là, tu vois, de 7 ans qui challenge l'adulte, qui remet en question la personne qui détient l'autorité, concrètement, et la priorité de définition, comme tu disais. Il y a aussi des parents qui, selon ou des gens, tout simplement, qui, selon le filtre qu'ils ont de la vie, vont dire, mais non, en fait, mon enfant, demain, il devra obéir à un chef. Pas forcément, si c'est lui le chef. J'entends totalement, moi, le sujet. Mais j'expose le fait qu'il y a des parents, moi, c'est des échanges que j'ai avec des parents qui me disent, il devra obéir à un chef. Moi, je connais une personne dont le père lui a dit très tôt, quand elle était à l'école primaire, toi, plus tard, tu obéiras potentiellement à ce petit garçon. C'est une personne, déjà une femme, racisée, issue d'un milieu modeste, qui lui a dit
toi plus tard tu seras aux ordres de ce petit garçon. Tu vois. Et c'est très intéressant parce que tu vois, malgré cet environnement-là, la volonté de cette personne qui était enfant à ce moment-là, finalement elle est devenue en effet chef d'entreprise de sa propre structure, avec une rage avec un certain, mais du coup par contre qui a un certain mépris pour tout ce qui est limitant là-dessus, ou tout ce qui pourrait être juste des conseils de prudence, tu vois. Mais voilà, tout ça c'est très intéressant dans le développement, et c'est vrai que, comme tu le dis, derrière tout ça, en fait, il y a une grande confiance. Ah oui. C'est-à-dire, j'ai confiance en ce que mon enfant fera de cette capacité-là. Qu'il soit dans la remise en question de ce que décrète l'autorité, ou qu'il soit dans la discrétion, dans la réflexion silencieuse, voilà, peu importe qui est ou ce qu'est mon enfant, j'ai confiance dans sa capacité à développer ses compétences. Et par ailleurs, c'est justement en leur faisant confiance qu'a priori, elles vont se développer. Je ne vais pas dire au plus haut niveau, parce que j'aime pas le côté tu vois, très performatif de la phrase, mais en tout cas, qu'elles vont se développer au maximum de leur potentiel, peu importe qu'elles soient reconnues socialement ou pas. Dans ton livre, tu parles un peu de la société française aussi. Tu dis qu'on est dans une société de j'ai raison et tu as tort. J'aime bien cette définition. Je te laisserai peut-être la définir rapidement dans ta réponse. Mais du coup, dans une société française qui dit j'ai raison et tu as tort, toi tu débarques avec un livre qui va nous expliquer d'autres trucs. Comment faire pour que ce livre soit pas pris comme la Suède c'est génial et la France c'est tout pourri? Bah oui, bah non. Enfin, c'est un peu justement tout le propos du livre. J'espère. J'ai vraiment essayé de le faire transparaître dans le livre, mais c'est vachement abstrait, quoi. Je pense quand on est en France. Mais moi, quand je l'ai vécu là-bas, j'ai mis des années à mettre des mots dessus, parce que tu le vis, mais tu le conceptualises pas vraiment, quoi. Il faut sortir d'une vision binaire. On n'est pas. Je sais pas. Est-ce qu'on n'est plus? En tout cas, on n'est pas. On n'est pas dans un monde binaire. Tu vois, il y a pas le noir, le blanc, les gentils, les méchants. C'est sûr que c'est plus facile de penser la vie comme ça. Je pense que ça demande moins de gymnastique cérébrale de se dire il y a la vérité et puis il y a la non-vérité. Tu vois, il y a le bien, il y a le mal. Encore une fois, la structure de notre cerveau, elle aime bien, tu vois. Ça, c'est comme ça, on n'est pas. Il y a le gris. Il y a plein de gris différents. C'est vraiment ce que moi j'ai appris en Suède, et je pense. Tu vois, au début, j'avais du mal à le corréler à l'enfance, mais pour moi, c'est profondément lié aussi à ça. C'est, encore une fois, c'est pas de se dire tout est parfait là-bas. Tout n'est pas parfait en Suède, tu vois. Il fait froid. Le soleil, en ce moment, il se couche à 2h de l'après-midi pendant des mois. D'ailleurs, il se couche pas puisqu'il se lève pas. On a un peu de jour pendant quelques heures et puis paf, à 2h, c'est tout noir. Il y a d'autres relations sociales qui, à certains égards, moi, m'apaisent beaucoup et qui, moi, me correspondent mieux. Et puis à d'autres, des fois, la France me manque. Parce qu'en France, il y a des choses qu'il n'y a pas en Suède. On évolue. Tu vois, moi, dans le passé, quand j'avais 19, 18, 20, 21, peut-être aussi 22 à la limite, j'aimais pas spécialement la France. J'avais pas mal de rancœur envers la France, tout ça. Et puis en vivant en Suède, tu vois, j'ai finalement appris de cette confiance, de cette espèce d'humilité, tu vois, de me dire... Bah non, en fait, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des choses très chouettes en France aussi. C'est vraiment quelque chose, tu vois. On a un mot en suédois, justement, qui n'existe pas en français, pour dire ni trop, ni trop peu. Le juste milieu, quoi, tu vois. Et c'est très suédois. C'est un peu on pourrait dire une philosophie de vie où finalement, les Suédois, tu vois, c'est comme avec la crise Covid. On panique pas. Tu vois, non, mais tu vois, il n'y a pas d'absolu, tu vois, peut-être très latin, je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, il y a ce côté beaucoup plus, on observe. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les perspectives différentes? C'est fondamentalement, je pense, à l'opposé de ce qu'on nous propose en France, de ce qu'on est. Donc forcément, je comprends que ça soit quelque chose de déroutant, puisque c'est à l'opposé. Mais c'est vraiment pas de se dire, tout est fantastique là-bas, rien ne l'est ici, c'est pas du tout ça. C'est de se dire, ok, les droits de l'enfant, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui relève de la loi. Autant la loi qui interdit la parentalité violente en 2019, que la Convention des enfants, qui est quand même une loi depuis 90 en France. Après, la Convention, c'est pas la lire en France, mais elle est là, elle existe. C'est de se dire, les droits sont universels. Donc après, chaque enfant est différent.
Parce que sinon, c'est pas drôle, sinon, c'est trop facile. Et chaque parent va l'être, et chaque adulte va l'être. Donc, les situations seront de toute façon différentes, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça, je sais plus qui dit ça, c'est aussi un Suédois qui dit il faut à la fois la hauteur d'enfant pour avoir une posture juste, qui est adaptée, et l'enfant hauteur, parce que chaque enfant est différent. Donc, il n'y a pas une hauteur d'enfant qui match tous les enfants. Donc, je sais pas trop quoi en dire de plus, si ce n'est que il y a une profonde déconstruction d'un principe très binaire qui est rassurant, peut-être, d'une certaine manière. Mais en fait, pas tant que ça, tu vois. Parce que moi, je sais qu'au début, je suis arrivée à l'université en Suède en me disant, OK, je vais étudier les sciences de l'enfance parce que j'ai envie de comprendre tout ça, là, avec des mots, des théories. Tu vois, je suis arrivée vraiment très... quelle est la vérité? Allez-y, je suis prête. Je prends des notes. Et je me souviens, mes profs, tu vois, mais qui étaient des docteurs, des professeurs, des fois, enfin, tu vois, des gens quand même qui en ont dans le ciboulot, quoi. Et je me souviens leur avoir dit, mais alors attends, si ça se passe comme ça, et tout ça, ça veut dire du coup comme ça, et ça, c'est comme ça, et je leur demandais, tu vois, à chaque fois, je leur posais 36 000 questions, quoi. Et eux de me répondre, très souvent, dans 95% des cas, ah, je sais pas, et toi, t'en penses quoi? Ah, moi, j'en pense quoi? Attends, t'es chercheur en sciences de l'enfance depuis des années, tu détiens la connaissance, t'es sympa, tu me réponds, tu vois, enfin... Et en fait, au début, je me suis dit, c'est possible, ils ont eu leur diplôme dans une pochette surprise. Non, mais tu vois, il y a un espèce de truc où je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, tu représentes la connaissance. Mais non, en fait, ils s'amusent pas à représenter la connaissance, tu vois. Ils voient que la connaissance, elle est multiple et elle est complexe. Ils ont une perspective qui est la leur, qui est propre à eux et à leur vécu. Et ils s'intéressent vachement à ce que toi, tu penses. Et même si tu es un étudiant, ils s'intéressent drôlement à ce que tu penses, tu vois, parce que tu peux autant leur en apprendre qu'ils t'en apprennent. Et ça, c'est prégnant avec tout. Dans toutes les universités que j'ai faites, et j'en ai fait pas mal avec le Covid parce que c'était à distance, et j'ai vraiment rencontré des gens de tout âge, hein, ça pouvait être autant ceux qui en avaient 30 que ceux qui avaient presque 70 ans, tu vois, qui étaient profondément dans « Ah je sais pas, t'en penses quoi, toi ?» Ou alors, on peut le voir comme ça, moi je le vois comme ça, et toi tu le vois comment? Et ça, en fait, au début, je me suis dit « Ok, donc c'est une blague. » Je viens faire des études à l'université pour avoir la connaissance et je me retrouve avec plus de questions que de réponses. Donc moi, j'étais un peu paralysée en me disant non, mais moi, je veux des réponses, je veux pas des questions. Des questions, j'en ai déjà plein, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, ça a mis du temps. Et je me suis dit, en fait, c'est profondément libérateur de se dire ouais, la connaissance, le monde, la vie, c'est fait de paradoxes, c'est fait de dilemmes, c'est souvent incompréhensible, c'est pas toujours positif, c'est même souvent négatif. Et alors? Tu vois? Enfin, à un moment donné, moi, je suis quoi? Je suis un être humain, je vais vivre peut-être 80 ans sur cette terre, un peu plus si j'ai un peu de chance. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de moi. Il y a 100 ans, on me connaissait pas. Non, mais tu vois, il y a une espèce de truc de se dire, finalement, on n'est qu'une toute petite poussière, quoi. Et je pense que ça, les Nordiques l'amènent beaucoup, quoi. Ce que moi, j'appellerais une humilité. On peut aussi... Moi, je l'appelle comme ça, on peut l'appeler autrement. On pense qu'on va trouver un apaisement dans le fait que les choses sont binaires, que c'est vrai ou que c'est faux, que c'est bien ou que c'est pas bien, que c'est gentil ou que c'est méchant, que c'est autoritaire ou que c'est laxiste. Que tu as raison ou que tu as tort. Oui, ou qu'on va dire toi t'es autoritaire, toi t'es laxiste. On pense qu'il y a quelque chose de rassurant là-dedans, parce que du coup on sait où aller, on a la bonne méthode. Mais en fait, c'est quelque part une illusion, je pense. Et quand on arrive à dépasser ça et qu'on arrive à accepter qu'en fait rien n'est binaire et c'est comme ça et c'est pas grave, à mon sens, on se sent beaucoup mieux. La Suède n'est pas parfaite et la France, c'est pas tout pourri. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, voilà. Et tu ne veux pas non plus, ton but n'est pas que nous devenions des Suédois. Ah non, moi je veux pas. Moi j'ai tendance à dire que justement tu vas dans cette posture d'humilité, parce que souvent quand on parle de la Suède, on dit oui mais la France c'est pas la Suède. Okay. Oui, c'est sûr, ça c'est certain. Ok, personne ne dit le contraire. Ça tombe très bien, personne ne dit le contraire. En revanche, je pense que quand on a un pays qui a 44 ans d'avance, qui a quand même essuyé des plâtres aussi sur les sujets des violences faites aux enfants, mais aussi sur d'autres sujets de société qui peuvent faire des émules en France, hein. Je pense au sujet du genre, à d'autres sujets, tu vois. Peut-être qu'on pourrait se pencher sur qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qui a marché. Bien sûr, en tenant compte des spécificités culturelles et sociales, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais est-ce qu'on pourrait juste avoir l'humilité de dire, tiens, il y a quelqu'un qui fait ça. Moi, personnellement, hein, en tant que podcasteur, quand j'ai eu des questions sur le podcast, j'ai interrogé les personnes qui faisaient du podcast depuis des années, hein, tout simplement, parce que ils ont la connaissance, l'expérience, et qu'il y a des choses que j'ai quand même tentées malgré leur
leurs avertissements, Mhm. et où ça a marché, d'autres où j'aurais dû les écouter. Voilà. Mais ça n'empêche pas, il y a une humilité, et il n'y a pas eu non plus d'ailleurs de vexation du fait que j'ai pas écouté certaines choses. Et je pense que c'est très sain comme approche, et qu'on peut aussi le faire avec le sujet de On a besoin de ça en l'enfance. France. Oui. Tu vois, et c'est ce que je dis justement dans le livre. Je pense que justement, l'éducation très autoritaire, très verticale, très limite, très punition, elle nous a aussi en partie enlevé ça. Alors je pense que c'est un peu humain, mais c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement prégnant. On supporte pas, tu vois. C'est dès qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va se mettre en travers de ce qu'on pense ou de la manière dont on a pensé la vie, on va le prendre comme une attaque personnelle. Ce qui est hyper intéressant, puisque on n'arrête pas de dire alors moi, je vais donner un avis personnel, une réflexion personnelle. Mhm. C'est en France, on dit beaucoup, il faut apprendre aux enfants la frustration. Il faut les frustrer Mhm. pour apprendre la frustration. Sauf que moi, en fait, ce que je constate dans une éducation punitive, majoritairement punitive, c'est qu'en fait, ça donne des gens qui ne supportent plus d'être frustrés une fois qu'ils sont adultes, tu vois, une fois qu'ils ont accès à ce pouvoir, mais ils ne veulent plus de frustration. On leur a pas appris ce que c'était en fait d'accompagner la frustration, tu vois. Ah bah c'est sûr. On a oui. beaucoup de mal avec l'opposition. On le voit bien dans la vie politique française. On a une société où en fait on rejette la frustration parce qu'on sait plus quoi en faire. Donc voilà, ça c'était ma petite réflexion personnelle. J'ai une dernière question pour finir ce podcast. Si tu avais le pouvoir en France, d'accord, alors dans le système français, hein, d'accord, imaginons que tu es très vertical et que ce que tu dis, ça se met en place dans la société. Il suffit que tu le dises. Quelles seraient tes 3 mesures prioritaires pour l'enfance et pour quelles raisons? Je crois que la première, je crois que j'interdirais par une loi l'incitation à la violence ordinaire non éducative dans les médias, Ok. dans l'espace public. Ok. Tu vois, comme si c'était quelque chose, voilà, de la même manière qu'on peut pas inciter à la violence envers les femmes, tout ça, et ben je l'interdirais, je pense, envers les enfants. Parce que de cette manière-là, on n'aurait plus des médias comme ça, tous les 4 matins, qui nous pondent un article pour dire à quel point les enfants sont terribles, manipulateurs. Je changerais profondément, en fait, la façon dont les médias s'expriment là-dessus. Parce que ça, je pense que ça modifierait très profondément les choses très vite. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'en France, on a cette loi 2019, mais du coup, il est toujours autorisé d'en faire la promotion, de faire la promotion de la violence. Bah oui, parce que ça choque pas grand monde, quoi. Oui, Donc tout à fait. c'est même, ça en conforte même plutôt pas mal. Mais je pense, voilà, les médias, la culture, tu vois, le côté serait vraiment mon premier. C'est vers là où j'irai en tout premier, quoi. Mhm. J'en ferai aussi une très grande campagne dans le métro, à la Ça, c'est télé. deuxième. Ouais, bah du coup, Deuxième ouais, mesure. c'est deuxième, mais partout, quoi, à la télé, dans le métro, Sur les briques de lait. sur Internet, partout, les briques de lait, le jus d'orange, mais ça serait une campagne comme jamais on a fait en France sur un sujet, tu vois. Peut-être que de la même manière que c'est écrit gardez vos distances par terre, tu vois, ou le masque là qu'ils ont mis partout, ils savent le faire puisqu'ils l'ont fait pour le Covid. Eh ben, je mettrais peut-être des panneaux, tu vois, hauteur d'enfant ou des choses comme ça, tu vois, par terre pour nous rappeler. Je ferais de l'espace public un endroit qui est profondément à hauteur d'enfant, où les enfants sont vraiment inclus. Je pense que si dans ces milieux-là, l'enfant avait pleinement sa place et qu'il était, en fait, tu vois, de la même manière que nous, tu vois, qu'il y avait des chaises de la taille de l'enfant, des tables de taille de l'enfant. Ça, c'est ta troisième mesure, alors. Non, ça va Ça ensemble. va dans la campagne. Ok. C'est une grande campagne. hein. Grosse C'est une campagne. grosse campagne. C'est un gros budget. hein. Mais ça, du coup, bah ouais, ça, je pense que ça serait, ça changerait tout en fait. Et la troisième, c'est évident, la Convention des enfants, article 42, comme quoi la Convention des enfants doit être connue de tous les enfants, de tous les adultes. Pas juste le texte, hein, parce que si tu lis le texte, il peut être interprété de tant de manières, mais la Convention des enfants doit être interprétée à hauteur d'enfant. Donc, je ferai de la Convention des enfants le texte par excellence, que tout le monde connaît, que tout le monde, dans les livres parentaux, je mettrai la Convention des enfants en avant dans la société. J'en ferai des campagnes, tu sais, avec le petit cycle du gouvernement à la télé, là. Parce que je pense qu'il y a très peu de gens en France qui savent qu'il y a une Convention des enfants. Je pense que les gens qui savent qu'il y a une Convention des enfants, ils ont souvent l'idée que c'est une convention pour les enfants des pays qui sont pas nos pays, quoi, c'est une convention à but humanitaire. La Convention des enfants, c'est pas ça. C'est pas un outil uniquement humanitaire, c'est un outil pleinement pour reconnaître les enfants comme des êtres porteurs de droits qu'ils sont. Tous les pays du monde, sauf les États-Unis, l'ont ratifié.
Je sais qu'en Suède, depuis que la Convention des enfants est une loi depuis 2020, puisque la Suède l'avait ratifiée en 90, mais n'ayant pas le même système qu'en France, ils ont dû en faire une loi bien plus tard. Nous, en France, c'est déjà une loi. Mais la manière dont ils ont pris ça à bras-le-corps, parce que bah oui, c'est les générations d'enfants imbattables qui sont devenus adultes et qui veulent aller plus loin, c'est magnifique en fait. Ce qu'ils sont en train de faire de la Convention des enfants, moi je trouve ça profondément émouvant parce que c'est une carte GPS pour naviguer un petit peu, tu vois, dans les droits de l'enfant et qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et comment on se met ensemble pour le faire. Donc ouais, ça serait la 3e mesure. Ça fait une bonne inspiration. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont applicables dès maintenant. Tu vois, par exemple, ta dernière, je trouve que la Convention des droits de l'enfant ou la Convention des enfants soit ne serait-ce qu'au programme scolaire. C'est facile. C'est très facile. Moi, on a parlé à l'école. Hein. On m'a dit que les enfants ont le droit d'être nourris, d'être habillés, d'être soignés. Et qu'ils n'ont pas le droit de faire la guerre. Voilà, on m'a dit ça. Mais on m'a aussi beaucoup dit, d'ailleurs, tu trouves beaucoup, si tu tapes Convention des droits de l'enfant en France et que tu cherches des versions un petit peu simplifiées, sauf l'UNICEF, parce qu'eux, ils font les choses bien. Mais tu trouves très souvent des gens qui ont fait des simplifications de la Convention où ils te mettent l'enfant a droit à ça et l'enfant doit faire ça. Ouais. Dans la Convention des enfants, il n'y a rien, à aucun endroit, qui donne des responsabilités à l'enfant. Il n'y a pas l'enfant doit. Oui. Non, l'enfant ne doit pas. L'enfant a le droit. L'adulte doit. Tu vois, c'est d'ailleurs en Suède, il y a une enseignante chercheuse qui m'a dit, elle devrait pas s'appeler la Convention des enfants parce que les enfants, ils n'ont pas été inclus dans l'écriture. Elle devrait s'appeler la Convention de la responsabilité des adultes envers les droits de l'enfant. Bon, ça c'est autre chose. Mais la Convention des enfants, selon elle et selon beaucoup d'autres, elle aurait dû être écrite avec les enfants auteurs, quoi. Prochaine évolution peut-être en Suède. Ou c'est pas impossible. Merci beaucoup Marion. Merci à toi. Pour ce chouette épisode. J'encourage bien sûr à lire ton livre, Une enfance en or, avec le petit jeu de mots dans le titre, puisque tu aimes beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de mots. Et tu fais ça de manière très habile. Merci beaucoup pour ta présence, merci pour cet échange. N'hésitez pas à réagir, ça fera un chouette épisode. Et à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.